Je voulais un peu savoir au début. Bon, évidemment, moi, j'ai pas trop suivi ou à distance via un peu les réseaux et via quoi dans le monde du hockey. Mais explique un peu où t'en es vis-à-vis de ton golf. Avec mon golf, donc du coup, suite à l'accident, Ouais, j'ai donc il me fallait trouver un sport et si possible de haut niveau. ouais. Donc du coup, j'ai fait pas mal de recherches, de savoir ce qui était possible, quelles étaient les adaptations. Enfin, c'est tout un processus. Et en gros, en Belgique, il y a la Ligue handisport en néerlandophone et francophone. Et celle de francophone organisée à l'école militaire une fois ou deux fois par an, bah voilà, pour les personnes à mobilité réduite, de venir tester des sports handi-golf, que ce soit du loisir, amateur, professionnel, ou voir pour les JO olympiques. Donc du coup, j'ai été contacté. C'est eux-mêmes qui ont trouvé mon histoire et qui savaient d'où je venais avec mon parcours. Et donc du coup, bah, j'ai été à cette tournée site, entre guillemets, de test. Et j'ai pu faire pas mal de sports, mais comme du badminton, tennis, des simulations de kayak, il y a des engins, tir à l'arc, rugby, enfin, toutes les petites choses comme ça. Bon, je ne les ai pas tous testés, et aussi l'athlétisme. J'ai pas tout testé, j'ai testé ce qui me semblait, enfin, ce que j'avais envie ou ce que j'aurais pu aimer ou ce qui était réalisable en connaissant bah ouais, ce que je pouvais faire après ma sortie de l'hôpital. Et donc, du coup, j'ai testé badminton, tennis, ping-pong, arc à flèche et de l'athlétisme aussi, de l'endurance ou de la rapidité, enfin, des sprints. Mais bon, je me suis rendu compte que tous ces sports, j'allais pas y arriver ou j'allais avoir du mal. Bon, je connaissais pas toutes les adaptations parce qu'ils n'ont pas tout non plus. Il y a moins d'adapter pour plus facile dans certains sports. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu. Et donc, du coup, je suis arrivé au golf via quelqu'un qui était au hockey à Loré et qui connaissait une personne qui a eu un accident de moto et qui a perdu sa jambe. Et que lui, avant d'avoir eu son accident, il pratiquait du golf, il était pro. Et donc, du coup, il a eu cet accident et il a créé une ASBL qui s'appelle Android 34. Et il a Mhm. deux volets. Il y a un volet où il s'occupe des enfants parce qu'il a recensé tous les enfants en Belgique qui, en gros, reçoivent une prothèse de marche de la mutuelle, mais pas de prothèse pour pratiquer un sport. Et donc, lui, il trouve des fonds pour appareiller tous ces enfants et les suivre bah, de l'âge à partir du moment où ils peuvent pratiquer un sport jusqu'à leurs 18 ans. Parce que, par exemple, une prothèse sportive de jambe comme Pistorius, le fameux athlète Mhm. Ouais. sud-africain, bah, un enfant de 5 ans, il a une taille de chaussure. À 6 ans, ça change. Tous les 6 mois, voire tous les 1 an, ça change. Et lui, il suit cette progression-là. Il assume la prothèse, même que ce soit pour la jambe ou les mains ou les bras. Et alors, il a un deuxième volet, qui est le volet où il donne cours gratuitement à toute personne en mobilité réduite à pratiquer du golf. Et il faisait tous les samedis à raison de 2 à 3 heures des cours gratuitement avec des pros, un encadrement, du matos et ainsi de suite. Et donc, du coup, je suis tombé comme ça par hasard, via, et j'ai fait un test et je sais pas, ça m'a plu tout de suite. Et aussi, comme il y a un peu une sensation, bah, ok, il y a un stick, une balle, là, il y a un club de golf et une balle. Et bon, évidemment, beaucoup de golf hockeyeurs, en gros, ben, quand ils savent plus jouer au hockey, c'est Ouais. carrément au golf. Ouais, à fond. Leur pension hockeyeur au golf. Et donc, du coup, j'ai testé, ça m'a plu. J'ai tout de suite rentré bah, dans le monde golfique. Et voilà, depuis maintenant, ça va faire 5 ans, je pratique euh, Ouais. le golf, enfin le handi-golf, du coup. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans ce sport. Ah ouais, 5 ans, ok. Donc, quand même bien avant le Covid, quoi. Et genre, pendant le Covid, t'as pu jouer ou... Alors, généralement, quand on me dit ouais, depuis combien de temps je joue, je dis 5 ans, mais bon, on peut enlever une année de Ouais, Covid. ouais. Ah, c'est ça. Donc, Et tu joues où ça? À l'Empereur, non? alors, j'ai commencé à l'Empereur parce que les entraînements étaient basés là-bas. Mais maintenant, je viens de changer, je suis au Waterloo.
Ah ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Et là, euh, et là, tu joues toujours dans le cadre de cette association. Enfin, je veux dire, parle-moi, explique-moi un peu tes. Parce qu'au début, c'était en mode découverte, quoi, comme j'ai bien compris, quoi. Et puis, bon, ben, comme tu es assez compétiteur, tu viens d'un milieu très sportif, etc. C'est vite monté, j'imagine. Enfin, je pense que tu es vite rentré dedans. Et là maintenant, ou au fil des années, explique-moi un peu où t'en es et comment ça s'est passé en termes de compétition, etc., quoi. Un peu même tes objectifs futurs. Tu m'as dit que tu voyageais là juste avant pour le golf. Explique un peu, quoi. Mais oui, effectivement, je suis vite tombé dans le monde golfique et donc du coup, bah, en fait, il faut savoir que c'est, sauf si je me trompe, mais c'est quasiment un des seuls sports où un handisportif peut se confronter dans le monde des valides. Donc, c'est-à-dire que ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pas comme si, par exemple, je prends au ping-pong, bah, je vais jouer contre un valide, bah, forcément, je n'ai pas d'avantage par rapport à lui, mais forcément, bah, on est limité par nos mouvements, par notre capacité. Tandis qu'au golf, avec le système de handicap golfique, ben, je peux jouer contre n'importe qui et je suis dans mon propre classement. Tout comme lui, je peux le battre. Enfin, donc voilà. Donc ça, j'ai déjà trouvé ça très chouette. Et donc, j'ai tout de suite commencé, évidemment, comme tu disais, j'aime la compétition. Et je voulais trouver un sport, mais aussi essayer de trouver un sport qui pourrait m'amener à un haut niveau, où je pourrais retrouver un peu cette compétition, me confronter à d'autres gens, que ce soit des valides ou des handicapés. Euh, et donc, j'ai tout de suite commencé à faire des tournois au sein même du club. Et je jouais totalement contre, d'abord, au golf, on joue contre le terrain, ce qui nous donne évidemment notre classement, mais indirectement, on joue contre des autres personnes. Et là, forcément, comme j'étais un peu le seul à vouloir me lancer là-dedans, ben, je jouais quasiment que contre des valides. Et puis, petit à petit, ben, Cédric, la personne qui a créé Android 34, m'expliquait que lui, ben, il faisait des tournois handi-golf et surtout en Belgique, surtout à l'étranger, parce qu'en Belgique, c'était pas encore développé et que c'était un peu le seul. Et donc, du coup, bah, lui, il m'expliquait un peu son histoire, son parcours, ses championnats. Il a même été champion d'Europe. Et donc, du coup, bah, il m'a donné envie. Et j'ai dit, écoute, moi, je suis chaud de m'entraîner à fond et d'arriver pour pouvoir jouer ces tournois. Et donc, c'est surtout développé aux États-Unis, forcément, en Hollande, Angleterre, Allemagne et la France. Ces quatre gros pays ont développé tout un système d'handi-golf. Et donc, du coup, ben, en fait, il suffit de s'inscrire et de participer. Et donc, j'ai commencé par des petits tournois en Hollande, en France, là où c'était pas trop loin niveau trajet voiture. Et donc, voilà, j'ai vite pris goût parce qu'en fait, on tombe dans un milieu avec que des handi-golfeurs. Moi, j'ai pas ce problème-là du regard. En fait, d'un valide. Mhm. Quand je vais faire les courses ou je suis dans la rue, beaucoup de gens demandent, tiens, t'as pas les gens qui te regardent. Alors moi, je trace ma route et je regarde même pas qui me regarde. S'ils veulent me regarder, ils me regardent. Enfin, peu importe. Pour moi, il n'y a pas j'ai pas d'avis là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que là, on tombe avec que des handi-golfeurs. Et c'est chouette parce qu'on découvre d'autres maladies, d'autres handicaps. On se partage aussi. Tiens, tu as cette chaise, c'est mieux. Et puis oui, j'avoue, je fais comme ci, je fais comme ça. Et donc, il y a déjà ce côté de ce partage et de connaissance de maladies qu'on ne connaît pas en fait. Parce que tant qu'on n'est Mhm. pas dedans, bah, forcément, on s'y intéresse pas parce que c'est un côté un peu malheureux. Et donc, il y a aussi des histoires qu'on se partage, d'accidents, de comment tu as eu cette maladie, ou par exemple, qui est aussi très, enfin, moi j'aime bien tout ce qui est côté militaire, un peu la guerre, même si je suis pas pour, hein, mais tu as des histoires de personnes qui sont au combat et tout, donc c'est un peu waouh, c'est quasiment comme dans les films, quoi. Et donc voilà, j'ai toute cette atmosphère-là, déjà, je l'aime bien. Et puis il y a tout le côté aussi très sportif et compétition où voilà, on se bat malgré, avec nos moyens et malgré notre handicap. Et donc, j'ai vraiment tout de suite accroché. Et donc, j'ai tout de suite dit, moi, je veux essayer de faire 4-5 tournois par an, parce que forcément, ça a un budget. Ouais, c'est ça. C'est quand même payer l'hôtel, le voyage, soit en avion ou l'essence. Il y a aussi payer tout ce que... Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui porte mes valises, qui m'aide pour tout ce qui est
infrastructure, enfin non pas infrastructure, mais tout ce qui est matériel à déplacer, tout ça. Et alors j'ai besoin aussi de certains soins le matin et une aide aussi au niveau des vêtements et tout ça pour l'habillage, enfin, voilà, tout ce qui est difficile pour moi encore à l'heure actuelle, j'ai besoin de ça. Et donc tout ça, ben, c'est des chambres x2, voyage x2, ainsi de suite. Et, et donc voilà, et puis donc j'étais aussi aux États-Unis, on est parti en groupe avec quelques handi-golfeurs belges. On était, je crois, quatre handi-golfeurs, plus cinq accompagnateurs pour nous aider à avoir cette facilité de ne pas perdre notre énergie là-dedans pour être en forme au tournoi. Et donc, c'est toutes des expériences qui sont vraiment enrichissantes. On découvre, on voyage, mais en même temps, il y a l'aspect aussi très compétition, être dans un système où on veut se battre. Et donc, voilà, après, le golf, c'est un sport qui est très mental aussi. On ne Mhm. peut pas croire que c'est physique, mais c'est physique mentalement, de concentration. Alors, effectivement, on ne transpire pas comme si on court un 20 km ou un autre sport, que ce soit le foot, le hockey. Mais ouais, c'est très mental et ça, j'aime bien aussi. Il y a de la stratégie, il y a le côté mental et il y a le fait sportif, compétition. Donc, tout ça, c'est trois domaines que j'adore Mhm. vraiment pratiquer, quoi. Et donc voilà, tout ça fait que je me suis lancé maintenant dans les compétitions internationales et j'essaye d'en faire, ouais, comme j'ai dit, quatre à cinq fois par an en fonction du budget, évidemment. Et donc voilà. Ouais, C'est- donc c'est ça. Donc si t'avais le budget, par exemple, si tu avais un budget illimité, t'en ferais beaucoup plus, quoi. Ouais, je suis tout le temps parti. Je serais un Ah peu oui, comme ok. ça me Ouais. dérange pas. Bon, après, il y a le côté, évidemment, j'ai la famille, j'ai ma fiancée qui est là, évidemment. Donc voilà, mais bon, il faut savoir aussi qu'on gagne rien. On n'a pas de... Hmm. Si je peux comparer, c'est un Thomas Peters, c'est un Nicolas Colsart. Bah, eux, ils peuvent partir pendant 6 mois, enchaîner tous les tournois, mais ils ont un gain, s'ils jouent bien, évidemment, qui les paye, deux, qui rembourse un peu, c'est leur voyage et leur organisation. Moi, je n'ai rien. On gagne une coupe, une médaille ou un petit prix. Voilà, il y a pas de budget, on va dire, il n'y a pas de gain au bout de la clé, quoi. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un classement maintenant qui se fait aussi, à l'international. Moi, c'est plus ça mon gagne-pas, on va dire, mon mérite de l'avoir fait, quoi. Donc, Et ça va pas changer, tu penses, dans les années futures, la monétisation et prize money, etc. je sais pas, il y a une très belle évolution. Depuis le premier tournoi jusqu'à mai dernier, il y a vraiment une très belle évolution. Donc, ça veut dire que au début, c'était très amateur, c'était très du convivial, un peu organisé par des bénévoles. Et en fait, c'était tenu par les Hollandais, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est eux qui ont instauré une sorte de classement, une sorte de règles. Ils ont, au fur et à mesure des années, ils adaptent. Ils voient qu'il y a des pathologies qui arrivent. Évidemment, il y a des Hmm. pathologies moins lourdes, plus lourdes, moyennes. Tout ça évolue. Et du coup, maintenant, l'Europe, c'est évidemment lié ensemble. Et ils se sont liés avec les Australiens Mhm. pour faire un classement international. Les Américains, par exemple, ils ont dit, ouais, nous, on n'a pas besoin, on est assez fort, on a notre propre classement, pas besoin. Mais du coup, comme ils se sont rendus compte qu'il y a quand même un avantage de pouvoir crier et de se mettre tous ensemble, ils sont rentrés maintenant dans le classement international. Il y a juste le côté asiatique où on ne sait pas où ils en sont. On ne sait pas ce qu'ils font. Je sais qu'il y a des tournois qui sont organisés là-bas, mais on n'en sait pas plus. Et il y a des pays qui se rajoutent, comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, qui se mettent maintenant de plus en plus à créer des tournois. Donc, franchement, on a un calendrier énorme et on peut s'inscrire où on veut. Des fois, il y a des qualifications pour entrer dans certains tournois. Évidemment, maintenant, il y a des divisions aussi qui commencent. Il y a des tournois qui peuvent rapporter plus de points, d'autres moins. Donc, ça, c'est en fonction un peu de chacun, du niveau aussi, et de son budget, parce que voilà. Et Mhm. tout ça évolue. Et maintenant, c'est les Suisses qui ont repris tout le comité. Je viens de l'apprendre d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui viennent de reprendre tout parce qu'ils essayent que ça rentre aux Jeux paralympiques. Mais tout ça,
bon voilà, on discute entre joueurs, entre organisateurs, mais c'est tout un processus qui doit se mettre en place, toute une organisation, bien définir les catégories aussi pathologiques. Parce que Ouais. sur le premier tournoi, c'était, voilà, vous partez de, pour ceux qui savent comment fonctionne le golf, j'invente des boules jaunes et tout le monde est au même niveau. Alors je vais inventer, quelqu'un qui a un petit orteil en moins va avoir les mêmes conditions de jeu que moi qui est tétraplégique incomplet et qui a qu'une mobilité, c'est mon bras droit. Mm. Moi, je tout à une main en fait. Donc voilà, C'est- tout ça s'améliore. On est au début de la pyramide, on va dire. Enfin, Mhm. un peu plus haut que la base pour le moment, mais on n'est pas encore à la moitié ou voire au sommet pour que tout ça soit, on va dire, comme les sports paralympiques comme la piscine, par exemple, qui est bien détaillé, qui est bien construit, qui est égal en fonction de toutes les pathologies. On n'en est pas encore là. Évidemment, c'est plus compliqué. Et ouais, mais juste pour rester sur la question du budget, quoi, enfin, ou de la monétisation, tu crois pas qu'il y a d'autres moyens détournés de faire valoir ça, enfin, ou de gagner des sous, par exemple via des sponsors? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des marques qui doivent être assez chaudes de te sponsoriser ou des trucs comme ça, ou... Bah, c'est difficile. Alors moi, j'ai commencé à rechercher des sponsors. Déjà, il fallait que, bon, je joue en fait à l'aide aussi d'une machine qui s'appelle un paragolfeur. Déjà, pour revenir à l'ASBL, lui, il avait trouvé les fonds pour en acquérir trois. Il faut se dire qu'un paragolfeur, ça coûte entre 20 et 25 000 euros. Donc moi, j'ai déjà eu la chance de connaître via le hockey quelqu'un qui a bien voulu être un peu, entre guillemets, le mécène et qui m'a offert cette machine, qui me permettait d'avoir la mienne et d'être libre de pouvoir aller où je veux avec et de ne pas partager. Parce qu'évidemment, les machines qui étaient proposées par SBL, bah voilà, il veut bien me la prêter, par exemple, si je pars, mais il fallait qu'il en ait pour ses entraînements. C'est pas à titre personnel, voilà. Donc ça, c'était déjà un point très important et positif pour avoir ma liberté. C'est que j'ai ma propre machine. Ça pèse quand même 250 kilos aussi. C'est toute une organisation quand on voyage. J'ai une remorque quand je suis avec ma voiture. Dans l'avion, c'est toute une organisation avec l'aéroport, les compagnies. Bon, voilà, pour revenir dans l'organisation que je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a les sponsors, effectivement, pour pouvoir essayer de trouver des fonds et payer mes tournois et ainsi de suite. Alors, avec ces sponsors, je ne me paye pas moi-même. Donc, c'est vraiment à but uniquement de me payer mon matériel ou payer mon voyage ou me payer mes cours de temps en temps pour améliorer aussi les adaptations que j'ai faites euh, sur mes clubs de golf, par exemple. Mais du coup, oui, j'avais trouvé des sponsors, mais c'est du via-via. Et envoyer un mail, voilà, Valdoum, on dit golfeur, tac, tac. Les gens, ça leur parle pas. Je suppose que moi, je suis patron d'une boîte qui peut faire du sponsoring. Je vois ça qui tombe dans ma boîte mail. Je pense pas, pour être honnête, la regarder. Et même si je la lis, enfin, il n'y a pas de visuel TV ou quoi que ce soit. Moi, j'ai peut-être la chance, c'est que j'ai quand même une grosse machine. J'ai de la place sur ma machine pour pouvoir mettre les logos et arriver. Et mon argument que j'utilise, c'est que quand j'arrive déjà dans un club de golf ou dans le mien, tout simplement, c'est déjà visuellement, il y a un gars qui arrive sur une grosse machine. Waouh, il se met debout avec cette machine. Waouh, il joue à une main. Et puis forcément, là, les logos sont un peu en valeur. Parce que forcément, ça fait tilt aux personnes qui sont valides. Ça, alors, ils voient les sponsors. Donc là, j'ai un argument assez positif, mais bon, c'est pas si facile. Et alors, il y a aussi, euh, j'ai fait un sort de crowdfunding aussi, un appel au sponsoring, où là, j'étais très étonné parce qu'on m'a dit, ouais, voilà, nous, on fait toutes les pubs, on active tous nos réseaux, les sociétés, et ainsi de suite. Et donc, ici, c'est de pouvoir essayer de trouver des sponsors ou même dégager un fonds. Et ça a super bien marché. J'ai pu, grâce aussi évidemment avec mon histoire et dans le monde du hockey, on a pu atteindre les 15 000 euros, donc qui est quand même une très très belle somme.
Et voilà, avec un sponsor, avec deux sponsors plus ce crowdfunding, on va dire que j'ai encore, non, mais il me reste vraiment plus beaucoup. Donc je suis sur la fin, mais il me restait encore cette année de quoi faire mes deux, trois tournois. Donc voilà, et maintenant je suis de nouveau à la recherche pour pouvoir augmenter mes fonds, on va dire, pour Mhm. l'année prochaine, ainsi de suite, continuer mes parcours, quoi. Sinon, je vais devoir faire ça de ma poche, mais bon, voilà, ça reste un plaisir, ça Mhm. reste un plaisir, mais bon, est-ce que je vais pouvoir en faire, avec mes fonds propres, en faire encore 3, 5 par an? On verra bien. Mhm. Ouais, mais c'est le but, quoi. Évidemment, si ça peut être ton boulot et ta passion en même temps, ce serait le rêve, quoi. Ouais, après, je pense pas que j'en voudrais que ce soit mon boulot, Mhm. parce que ça resterait une passion, ça resterait un sport. Donc voilà, maintenant, si j'ai le budget pour le faire chaque année 3 fois, ben, je le ferai 3 fois. Si j'ai le budget pour le faire 10 fois, je le ferai 10 fois. Évidemment, tout en fonction de ma fiancée. Et peut-être un jour, j'aurai des enfants aussi. Donc, ça va tout dépendre aussi du niveau familial. Mais tout ça, c'est une question d'organisation. Mais Mhm. on verra bien aussi comment ça se Mhm. passe. C'est sûr que si j'ai le budget, le temps, le truc, ben, je suis parti, quoi. Ah, c'est sûr. Comme il fait beau et tout, j'attends parce que je joue pas trop l'hiver. Mais dès qu'il fait beau, j'ai rien à faire la semaine, je suis tous les jours au golf, quoi. Donc, Ouais, fantastique, fantastique. Et c'est, ah ouais, c'est super. Il faudrait que, il- bon, j'ai évidemment pas encore une grosse audience du tout, mais le jour où ce sera publié l'épisode, donc j'imagine dans quelques semaines ou quelques mois, euh, je vais mettre en place. Il faut que je mette en place une cagnotte pour que tu. On verra combien ça rapporte. Je sais pas si ça rapportera 15 000 euros, mais on va faire ça. Il faut qu'on le fasse. Donc tous les gens qui nous écoutent, si vous voulez sponsoriser pour le plus grand, pour le prochain tournoi de Florian, on doit faire ça, quoi. C'est trop bien. ouais, Si c'est bon, ce sera une petite goutte d'eau, mais ça peut être chouette, quoi. j'avais déjà proposé, genre en échange, je fais, je sais pas moi, un meeting pour tout ça aussi, j'avais déjà pensé, mais bon, pour voir aussi, j'avais déjà mis en place, par exemple, sur mes CV sponsoring, on va dire, entre guillemets. Et Mhm. voilà, en échange, je peux faire des réunions, expliquer mon parcours de vie, ma mentalité sportive d'avant, ma mentalité pendant l'accident, après l'accident. Tout ça, ça peut être je trouve une source de, sans me mettre en avant, hein, C'est sûr, c'est sûr. ça peut être une source de motivation pour les employés, même pour des directeurs. Enfin, donc voilà, parce que j'appelle ça une deuxième vie. Bah, j'ai Mhm. la chance de découvrir une deuxième vie avec un regard complètement différent. Et donc voilà, je trouve que ça peut être intéressant aussi de moyenner ça contre un sponsoring. Euh, Mhm. euh, À donc, fond. Non, c'est sûr. Si, donc, s'il y a des gens qui veulent sponsoriser ou faire du mécénat, vraiment, c'est, c'est plus que le bienvenu. Je ferai en sorte de mettre un lien en dessous de la vidéo pour qu'on puisse. Je sais pas comment encore, parce que je j'ai pas encore trop d'idées de comment le faire, mais on fera ça ensemble, ça va être top. c'est génial. Mais justement, à ce propos-là, je me demandais, bon, c'est pas que, c'est pas que je suis intéressé que par ce point-là, mais ça, c'est quand même important. Je suis à fond le surf, comme tu sais, depuis des années. Je suis le tour, la première division, deuxième division mondiale, même les free surfers, donc ceux qui font plus ça pour le côté esthétique, les vidéos, les photos, etc., sans être dans la compétition. Et c'est un monde, bah, c'est un monde quand même relativement professionnel, moins que le golf, mais assez fort. Il y a quand même pas mal de sous en jeu. Et en fait, il y a quelques années, un peu avant le Covid, et ça s'est accéléré avec le Covid, la plupart des gros surfeurs, mais vraiment, on parle de la crème, quoi, même des champions du monde, quoi, ont perdu leur sponsor principal et même parfois les sponsors secondaires ou tertiaires. Et t'entends des histoires des mecs qui sont dans les 20 premiers mondiaux, qui payent pour leur voyage. Et comme évidemment, le surf, c'est beaucoup de voyages, donc il y a aussi un gros budget, un peu comme tu le dis, quoi. Et, euh, et je suis assez fort là-dedans maintenant, puisque forcément, ça fait écho avec mon nouveau boulot et le podcast. Mais il y a pas mal de surfeurs maintenant qui se renouvellent, qui se recyclent, mais de la bonne façon, hein, il faut le voir de façon assez positive, je pense, via une bonne utilisation des réseaux sociaux
et de YouTube. En gros, ils font la promotion d'eux-mêmes, en fait, quoi. Et ça rejoint ce que tu venais de dire en échange d'un sponsoring ou d'une certaine forme de publicité ou de reconnaissance par une marque ou par une autre. Euh, Ils se promeuvent eux-mêmes, mais même en poussant plus loin, il y en a qui font. Alors, je pense qu'il y a toujours les deux, c'est-à-dire qu'ils reposent en partie sur les dernières marques qui veulent encore bien les sponsoriser, mais même en partie sur eux-mêmes et en créant, pour ceux qui ont déjà créé ça depuis quelques années, du merchandising, donc des t-shirts, ils vendent des mêmes, ils font des collaborations avec des shapers pour créer des planches de surf, évidemment, qui se vendent bien, etc. Et donc, les mecs voyagent tout autour de la planète avec une bête caméra et un caméraman, donc il faut aussi payer le budget, le voyage, etc. Forcément, mais c'est même parfois leur copine ou un truc qui le font. Et chaîne YouTube ou compte Spotify pour ceux pour lesquels c'est plus un podcast, etc. Il y a plein de nouveaux trucs. Et je trouve ça assez cool, quoi, parce que c'est vraiment ils ont trouvé une nouvelle façon de voir un peu ce monde digital dans lequel il y a beaucoup de merde, faut un peu se l'avouer, quoi. Enfin, ça peut vite être un peu fake et chiant, mais ils l'utilisent bien, quoi. Et pour continuer leur passion, donc je trouve ça assez cool. Ça pourrait être une idée, je sais pas maintenant, hein, mais ou dans le futur. Moi, je vois bien le. Enfin, ouais, moi, je crois assez fort là-dedans, quoi. Même pour, tu vois, de faire ta propre promotion, que ce soit pour le golf ou même, comme tu dis, pour du mentoring ou un peu du coaching ou partager ton histoire, même via des boîtes, hein, comme tu dis, il y a des entreprises qui seraient ravies, quoi. Ouais, non, d'office. Mais Après, c'est difficile, c'est une organisation et c'est un. les sponsors que j'avais eu, ils m'ont rien demandé en échange. Hormis forcément mettre un autocollant ou de leur marque. Et limite, c'est même moi qui ai fait la démarche pour dire, voilà, en échange, vous me donnez, moi, je vais moi-même aller mettre les autocollants sur ma machine. Je vais essayer de faire quelques Instagram ou même sur Facebook. Mais on n'en a pas vraiment, enfin, on m'a pas jamais donné une obligation en échange de faire ça. Je l'ai fait par moi-même, par respect, de dire, bah, voilà, vous me donnez, je vous donne quelque chose en échange. Donc voilà, on ne l'a jamais vraiment demandé, mais je l'ai fait naturellement. Après, alors Instagram, par exemple, je prends celui-là, parce que je trouve que Mhm. c'est facile. Mais moi, ça, pour dire le mot éclair, ça m'emmerde. Parce que Ouais, c'est sûr. moi, quand je vais au golf, j'arrive, tac, je vais sur ma machine, je me prépare, je vais au practice, je m'entraîne, je fais mon petit ou du putting, puis je pars sur le parcours. Je suis bloqué là-dedans. Et de temps en temps, je me dis, ah, ce serait bien de faire, tiens, parce que il y a soit une belle vue sur le golf ou dire juste, bah, tiens, je suis là. Mais voilà. Je l'ai fait longtemps quand j'avais des sponsorings, puis je l'ai arrêté parce que réellement, en fait, ça me pourrit plus la tête qu'autre chose. Mhm. Quand je suis en compétition, en fait, je commence à penser à ça, et puis une fois que je suis dedans, ben, tout ce qui est autour, je n'y pense plus, quoi. Je suis vraiment pendant 4 heures, et des fois même 7 heures, parce qu'il y a des parties de 7 heures qui durent. Je suis pendant 7 heures, je suis que là-dedans, quoi. Et quand je suis avec mon caddie, je parle que de golf, quoi. Et donc, commencer à prendre mon téléphone, à faire ceci, enfin, c'est peut-être un réflexe, hein, ou une habitude, et Ouais, puis c'est ouais, quelque chose qui vient, mais je sais pas. En tout cas, c'est pas inné en moi, même si ouais. les autres non plus, hein, comme tu expliquais, ils ont dû se renouveler et tout ça, mais donc, c'est une chose que je pourrais faire, mais je sais que je le ferai pas à fond, parce que Mhm. c'est pas la nature et que moi, je suis dans mon golf, je suis concentré, et puis voilà, quoi. Et donc, Ah des ouais, fois, c'est sûr. il y a même des fois où je commence en tournoi, je dis, ah tiens, je suis là en Hollande, premier tournoi, cet après-midi, je commence la reconnaissance, puis je fais une petite photo sur le parcours, parce que la reconnaissance, c'est un peu plus, c'est plus cool, t'es pas en compète, parce que tu es là pour découvrir le parcours. Et puis le matin, au petit déjeuner, je dis, voilà, Round One, premier jour de compète. Et puis après, j'oublie complètement, quoi. Même, après mon parcours, je vois aller un petit verre avec mon caddie et mes partenaires de jeu. Puis je rentre à l'hôtel, je prends ma douche, je suis dans mon lit, je suis claqué. Et puis le lendemain matin, j'oublie même de relancer le truc, quoi. Donc en fait, je perds Mhm. un peu l'histoire de ce que j'ai commencé parce que je suis dans ma compète où j'y pense pas du tout, quoi. Et Mhm. donc, c'est quelque chose que je dois mettre en place, c'est vrai. Maintenant, s'il y a un sponsor qui me dit, voilà, nous, on veut ça, ben, je vais peut-être me forcer parce que il demande un retour. Donc, Ouais. Mais aussi, ça va peut-être venir petit à petit, hein. Je veux dire, le monde change tellement vite que on sait jamais, hein. Il suffit d'un bon partenariat ou de quelqu'un qui te lance ou toi qui vois
Ou même de quelqu'un qui le fasse à ta place, hein. C'est ton Ouais. caddie ou toi? Là, à la base, en fait, au début que j'ai commencé avec un caddie qui était un joueur de golf et en même temps infirmier. Donc, c'était le combo parfait pour moi, avec quelqu'un qui avait bon, qui a quelques années plus que moi, mais on s'entendait bien. Voilà. Bon, maintenant, il a un nouveau job, une entreprise à gérer, un enfant et tout ça, donc c'est plus compliqué. Et puis, maintenant, j'y vais avec ma maman depuis 3 ans. Bon, notre maman, elles sont pas dans le système, c'est déjà à peine si elle arrive à lire, c'est WhatsApp, entre guillemets. Donc, commencer à faire des photos au hasard, puis elle va faire des photos de loin, de près, enfin, ça va rien donner. Donc Mhm. voilà, donc voilà, il faudrait effectivement que je parte avec quelqu'un qui est limite, qui veut bien faire l'aide logistique, en même Mhm. temps infirmier, en même temps qui a la dynamique, connaissance dans ce domaine-là, pour pouvoir accomplir un peu un retour sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Donc ça, ce serait une perle très rare, mais donc voilà, mais On sait jamais. c'est Faut- jamais, faut- je dis pas non, je ne ferme pas les portes. Après, comme je dis, hein, si j'ai un sponsor qui me demande ce retour-là, ce que j'ai toujours fait naturellement, le retour, mais si on me le demande, oui, je le ferai. Mhm. Et en termes de classement, je me demandais, donc pour ceux qui connaissent un peu le golf en termes d'handicap, comme les gens connaissent classiquement, et aussi en termes de classement international dans la grande ligue internationale pour handi-golfeurs, explique un peu où t'en es, ou c'est quoi tes objectifs. Là, t'es quantième dans ces classements et quel Ouais. handicap tu as? Donc là, moi, j'ai un handicap de 36. Bon, pour vous expliquer, mon plus gros défaut, comme je joue qu'à une main, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de rotation pour ceux qui connaissent un peu le golf. Enfin, c'est toute un gestuel du petit orteil jusqu'à la tête pour pouvoir taper, on va dire, entre guillemets, sa balle. Donc, moi, mon point fort, c'est vraiment la technique et le petit jeu. Par contre, pour les longs coups, j'ai du mal à aller chercher des longues distances, ce qui me pénalise pas mal. Mais du coup, je joue mon niveau à mon handicap golf. En compétition handi-golf, en fait, il y a quelques règles adaptées, comme par exemple l'accès au bunker. S'il n'est pas accès, on a des petites règles de modification par rapport au valide. Mais sinon, on a exactement les mêmes règles qu'un valide. Donc, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Euh, et alors, il y a des catégories golfiques. Hein, la première catégorie pour ceux qui sont handicap 0 à 18, par exemple. Puis, il y a l'handicap 18 jusqu'à 25. Et puis, il y a de 25 jusqu'à 36 d'handicap. Il fait trois catégories. Des fois, il coupe en deux catégories. Et là, ça se joue en classement. Et puis, en plus de ça, il y a un classement après par pathologie. Il y a ceux qui vont être amputés des membres inférieurs, ceux amputés des membres supérieurs, puis après, il va y avoir la pathologie moteur, puis il y a la pathologie, par exemple, en chaise roulante. Et moi, je fais partie de cette catégorie en chaise roulante. Mais de nouveau, tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'est toutes des petites choses qui doivent s'améliorer. Parce qu'avant, je disais, toutes les pathologies étaient dans la même catégorie. Maintenant, ils ont commencé à un peu à couper les pathologies. Et donc, du fait, maintenant, je me retrouve dans cette pathologie chaise roulante, mais je me bats contre des paraplégiques. Alors, pour un peu expliquer médicalement, Mhm. paraplégiques, c'est ceux qui sont en fait paralysés des membres, uniquement des membres inférieurs. Et ceux qui sont tétraplégiques comme moi ont été paralysés de tout le corps. Alors, évidemment, il y a des récupérations pour certains, un peu mieux d'autres. Voilà. Et donc, ça aussi, je trouve que je me bats contre, en fait, c'est un peu comme si, on va dire, un homme joue contre une femme. Ben, forcément, de naturel, une femme va avoir moins cette capacité de taper cette balle très loin, quoi. Tandis qu'un homme va avoir la facilité par rapport à une femme de le faire. Maintenant, il y a des femmes qui battent les hommes en Mhm. distance. Enfin, voilà. Mais c'est pour donner une idée, quoi. Et Ouais. donc, tout ça, ça doit encore s'améliorer. Et donc, pour revenir au classement, j'ai une catégorie, un classement, pardon, sur du stable fort. Donc, c'est un système de Mhm. points. Ouais, je vois. Là, je suis, dernièrement, j'ai été regardé, je pense que je suis 115e ou 120e sur 400, un truc comme ça. Et puis, il y a la catégorie classement pour les personnes en chaise roulante, où là, je pense que j'étais dans les 12e sur 50. Mhm. Donc, alors on fait, on,
On a des points qu'on gagne en fonction du classement. Donc, je vais prendre un exemple. On est premier, on gagne 300 points. On est deuxième, on gagne 200 points. On est troisième, on gagne 100 points. Et puis après, jusqu'au suite, jusqu'au dixième. Et puis après, en dessous du dixième, on gagne rien. Ou on gagne un petit point de participation, mais c'est pas ça qui change. Et donc, Mhm. avant, il faut essayer de faire au mieux aux compétitions. Quoi. Et, et quand tu dis 12e sur 50, c'est au monde? Au monde, oui, mais il y a pas encore tous les joueurs américains dessus. Il y en a certains. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Asiatiques, on ne sait pas où ils en sont. Donc, c'est les Australiens, beaucoup l'Europe, l'Afrique du Sud, et alors une partie des Américains. Mhm. Les Ah ouais, Américains, ils ok. ont un nombre incroyable de joueurs. On sait qu'ils sont partout au niveau mondial, au niveau de la guerre. Donc, ils ont déjà beaucoup de blessés de guerre, tous ceux qui ont des maladies ou des accidents de la vie. Donc, Et ouais, j'allais dire, la plupart des... Bon, j'imagine qu'il y a une diversité assez importante et c'est ça qui est difficile de faire, enfin, pour faire des règles et des classements, etc. Mais de ce que j'ai compris. Mais la plupart de tes concurrents, quoi, des compétiteurs qui font la même chose que toi, c'est des gens qui ont cet handicap de naissance ou la plupart sont des accidentés qui l'ont eu au cours de leur vie suite à un accident. ça, c'est une bonne question. En fait, il y en a déjà qui sont nés avec une maladie ou un handicap et ils ont découvert le golf et ils jouent au golf depuis déjà quelques années. Tu as le cas où c'est des gens qui ont été golfeurs, puis ils ont eu un accident de la vie et qui ils ont vu que c'était possible de continuer le golf moyennant des adaptations ou des aides et ils ont continué à jouer au golf d'une certaine manière, mais bon, à continuer à jouer au golf. Ou tu as des personnes comme moi qui ont eu un accident et qui ont trouvé le golf. Et donc, évidemment, qui a moins d'expérience, qui ont eu moins d'années de golf, mais bon, voilà. Et, euh, et dans mes pathologies aussi, par exemple, je sais que, je sais pas aux États-Unis, mais je sais qu'il y a un Allemand et un Australien qui a la même pathologie que moi. Et on a la pathologie, une des plus lourdes du circuit. Alors, je sais pas aux États-Unis, il doit sûrement en avoir, mais ça fait beaucoup. Par exemple, si je prends l'exemple, pour revenir au classement et aux classifications, en piscine, c'est S comme nager en anglais swing. Et ça va de catégorie 1 à catégorie peut-être 20 ou plus. Et chaque catégorie représente un handicap en fait. Tandis qu'au golf, là, pour le moment, on n'est pas encore là. Et donc, moi, en discutant aussi avec des organisations, enfin, des organisateurs, et ainsi de suite, je disais, moi, je me bats contre des gens qui ont plus de facilité. Et donc, je suis dans la catégorie chaise, par exemple, je dis, mais vous devrez créer une catégorie pour les tétraplégiques, par exemple. Et pas parler par le golfique, mais par catégorie pathologie. Après, j'aurais dit, mais si je suis seul aussi dans une catégorie, c'est pas fun, moi, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je fais en sorte de faire le 18 trous, je fais un point, et je suis champion. Ça m'intéresse pas. Donc, ils doivent essayer de trouver soit par catégorie ou soit des avantages sur le terrain même. Par exemple, pour donner une explication, là, j'en ai un autre joueur belge qui est paraplégique. Lui, il tape au drive, 180, 200. Ah ouais, ok. Moi, je tape que 110, 120. Ah ouais, quand même, ok, ok. Deux coups pour le rattraper sur son premier coup. Ouais. Par contre, là où je suis fort, c'est au petit jeu. Il va peut-être faire deux approches ou deux putts, j'en sais rien. Moi, je suis à une moyenne d'une approche à un putt. C'est là que je le Hmm. rattrape. Si j'avais un départ, par exemple, plus avancé, parce qu'il y a des départs différents, évidemment. Si là, on me donne un départ, on met plus ou moins sur une égalité, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi quand tu m'expliquais ton handicap. Ouais, donc tu drives. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est vraiment le long jeu dans lequel tu perds des points, quoi, tu perds des coups. Mais Je- donc, ouais, c'est ça. Mais donc, proportionnellement, pour ton handicap, ton petit jeu, et on dit souvent que au golf, le petit jeu, c'est relativement le plus important, ou en tout cas ce qu'il y a de plus compliqué. Euh, si on peut isoler que cette partie-là, tu es nettement au-dessus de ton handicap, quoi, en fait. J'ai fait des tests il y a 2 ans, je crois, ou juste après ou avant le Covid. On m'avait testé que j'étais entre 7 et 9 d'handicap, si je. Ouais, c'est ça.
Donc, et par exemple, Euh, je serais d'handicap, et là, on parle pas de valide, non valide, quoi. on parle d'handicap golfique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ok, tout à fait. Donc, compte tenu de ton handicap, tu joues 6 7 ou 9 en termes de petits jeux. Donc, c'est vraiment, oui, les longs coups qui te peinent, quoi. Par exemple, un exemple, j'avais à l'Empereur, il y a un 18, un grand parcours qui est de 18 et un petit de 9 trous. Ce Mhm. terrain de 9 trous, ils appellent ça qu'il est qualifié. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer les compètes dessus. Forcément, pour faire une compète, il faut faire 18. Donc, on fait deux fois le 9. Et un jour, je fais une compétition là-dessus et je me rends compte que j'avais pas super bien joué, mais j'avais quand même assez bien joué. Si je rendais ma carte de score, je descendais de 36 à 30 d'handicap. Mais si j'arrive sur le grand terrain avec 30 d'handicap, c'est injouable. Parce que, en fait, un 9 trous, les distances sont moins longues, mais le green est plus court, il y a plus de technique, il y a moins d'espace sur le fairway que tandis que sur un grand parcours, quoi. Donc j'ai dit non, 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 moi je rends pas cette carte parce que sinon je suis foutu, quoi. Et Mhm. donc j'ai dit moi je rends mes cartes uniquement sur les grands parcours et voilà. Ouais. Je n'arriverai jamais à attraper ce niveau 30 d'handicap golfique, sauf si j'arrive à trouver des moyens pour gagner la distance. Et là, continuellement, maintenant, j'ai un autre pro où on va trouver des solutions via le matériel. On va encore essayer d'adapter pour essayer de gagner, même si c'est 5 10 15 mètres, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et Bon, comment? alors, Ouais, si tu peux décortiquer un peu aussi tu me disais au niveau des abdos, etc. Et puis comme je sais aussi que le golf, c'est fort dans les hanches, donc moi, j'ai euh, pas de ouais, rotation. explique un peu. Ouais, ouais. En gros, physiquement, là, donc je suis en chaise roulante, je n'ai plus d'abdos, plus de ceinture abdominale. J'ai mes deux bras qui, on va dire, qui ont une gestuelle à 60-65%. J'ai ma main droite qui fonctionne, on va dire aussi à 65% au niveau des doigts et tout ça, niveau préhension. Par contre, la main gauche ne fonctionne pas du tout. Et j'arrive à me mettre debout, seul, avec une tribune, un rollator. Mais voilà, je sais faire quelques pas, mais ce ne sont pas des pas qui me permettent de me lever de mon canapé pour aller chercher de l'eau au frigo et revenir, par exemple. Malgré que la distance peut être courte, ce n'est pas suffisant dans ma récupération physique pour pouvoir faire ce genre de gestuelle. Donc voilà, tandis qu'un, par exemple, un paraplégique, lui, peut avoir les abdos comme il ne peut pas les avoir, mais il peut avoir une rotation du tronc, il a la gestuelle correcte des bras, des bras et des mains. Donc voilà. Et par exemple, pour les adaptations de mes clubs, j'ai grossi les manches de mes clubs pour pouvoir avoir une meilleure préhension, une meilleure prise plus ferme, même si elle ne sera jamais aussi ferme qu'un valide, mais un peu plus ferme au niveau de la prise de main. Mes shafts, c'est-à-dire on va dire, les amateurs, le bâton, si je peux dire ça comme ça, où je Mhm. fais des shafts d'enfant pour avoir une sorte d'élasticité et un peu comme un bâton, on prend, si on le fouette, il va avoir Ouais. cet effet de fouet en fait, pour qu'au moment où l'impact soit plus fouetté. Donc voilà, on allège aussi les clubs pour que j'ai une facilité pour pouvoir me la monter au-dessus de l'épaule, pour pas que ce soit un poids et que j'ai dur. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, on les adapte, on les améliore au fur et à mesure que aussi la technologie et le matériel avancent, quoi. Donc, Mhm. que ce soit pour un valide ou pas, quoi. Ah oui, d'accord. Et ton, et, et ton geste change beaucoup, enfin, évolue vite, ou bien c'est compliqué, ou je veux dire en termes même de kiné, Alors, ouais, je fais quand même la kiné trois fois par semaine. Beaucoup de mobilisation pour les membres, de déjà garder cette souplesse et étirement des muscles et quand même garder une certaine, pas une mobilité, mais un certain mouvement pour pas le perdre. Puis j'ai une séance de 1 heure aussi de renforcement sur les ouais, abdos. Même s'ils ne fonctionnent pas mes abdos, je continue à persister à faire des abdos. On ne sait jamais si un jour ça peut revenir. Travailler ma main droite, prendre des poids, enfin d'exercices qui peuvent me permettre de rester en forme et évoluer aussi musculairement pour le peu de muscles qui fonctionnent encore. Et
et voilà, après aussi sur le parcours, certains gestes s'améliorent, mais je fais aussi en fonction de l'état fatigue de mon corps. C'est-à-dire que quand je commence un 18 trous, je vais taper d'une certaine manière, mais au fur et à mesure, mon dos et la fatigue me lâchent un peu, et donc je vais taper d'une autre façon au 18e trou. Donc, c'est toute une adaptation aussi dans le parcours, en fait. Et Mhm. après, le mouvement reste plus ou moins le même, parce qu'on sait bien qu'au golf, en fait, c'est pas vraiment la force. Bon, il y a toute la technique gestuelle de tout le corps et le geste du mouvement de golf, mais en soi, comme on dit au golf, pardon, on n'a jamais forcé. On va essayer de garder tout le temps la même souplesse, le même mouvement. Et c'est le club de golf qui donne la distance. Donc voilà. Mais moi, forcément, j'ai un peu adapté au fur et à mesure des trous. Aussi quand il fait chaud aussi, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je pense que ça travaille plus que quelqu'un de valide, en fait. On le Ouais, pense. ouais, c'est sûr, ben c'est sûr. Ouais, ouais, ok, non, mais je comprends bien tous les challenges au niveau du geste et de ton corps, quoi, en fait, d'une manière générale. Mais je me demandais justement par rapport à ça. Moi, je suis assez fort là-dedans depuis quelques temps. Euh, Est-ce que tu as déjà un peu touché ou un peu joué avec avec ta nutrition? Ou bien c'est un truc ok, qui te saoule un peu, ou tu essayes de rester un peu éloigné de tout ça? Parce Euh, que, bon, attends, je te coupe juste, mais bon, on se voit pas souvent, et ça fait longtemps qu'on s'était plus croisés, mais je me souviens que les dernières fois que je t'avais croisé, il y a quand même plusieurs années, tu avais beaucoup moins de masse musculaire dans le haut du corps, quoi. Bon, là, je te vois évidemment via la webcam et la caméra, mais je veux dire, la nutrition et le renforcement musculaire, c'est un truc que tu vois évoluer assez vite ou qui t'intéresse ou tu essayes de rester un peu distant. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, ouais. non, je ne prête pas du tout attention. Euh, j'ai jamais prêté attention à ça même avant. Mhm, Je faisais attention quand, par exemple, avant avec mes matchs de hockey, j'avais pas mangé un plat de pâtes 5 minutes avant le match. Je faisais attention à ça, qu'est-ce que je mangeais un peu le matin ou combien d'heures avant, évidemment de l'eau, toutes ces petites choses-là ou quelques petites boissons énergisantes. Mais non, j'y prête pas attention au golf. Enfin, en fait, grâce au hockey aussi, j'ai appris à jouer au niveau, j'ai appris à connaître mon corps. Et je pense que déjà, juste connaître son corps, on sait ce qu'il a besoin. Certes, à mon avis, si je me concentre sur la nutrition, ça peut peut-être m'apporter de l'énergie et ainsi de suite. Mais j'ai toujours fonctionné au feeling et en écoutant mon corps. Je sais que des fois, je l'écoute, il me dit attention, bois de l'eau et j'en bois pas, par exemple. mhm, Mais voilà, j'ai jamais vraiment prêté attention à ça. C'est vraiment au feeling. J'ai mes petites habitudes aussi. Par exemple, je mange très rarement sur le terrain. Bon, je prends une banane ou des espèces de noix de cajou, des trucs comme ça, mais pour grignoter. Et voilà, mais je mange jamais sur le terrain parce que sinon, comme tout l'intérieur, on est aussi. Enfin, maintenant, j'ai appris à me connaître autrement aussi, dû à l'handicap. Si par exemple, je mange, on va dire même un sandwich, mais pas tout d'un coup, mais par petites bouchées, pardon, je sais que ça va m'endormir parce que au niveau de l'estomac et tout ça, c'est devenu anarchique. Donc, ça devient à chaque fois un poids. Je sais que ça m'endort. Donc, je grignote une banane, des petits noix de cajou, tout ça. J'ai ma petite bouteille d'eau et voilà. Et c'est vrai que, par exemple, le matin, je ne mange jamais non plus. mhm, Un café, de l'eau et c'est parti. Mais je n'ai jamais vraiment prêté attention. Sûrement, ça doit peut-être sûrement apporter. Ça, je veux bien y croire. C'est sûrement prouvé, mais mhm. vachement au feeling et en écoutant mon corps. Mais en termes de prise de masse ou de musculature, ton corps, t'es quand même d'accord que ton corps a quand même fort changé, en tout cas je veux dire, à moyen terme depuis quelques années, ou bien, ou c'est moi qui flash Dû à l'handicap ou Non, pas forcément, mais je me souviens de toi il y a quelques années, tu étais beaucoup moins costaud et moins puissant, entre guillemets, quoi, dans le haut du corps, quoi. quand je compare avant les photos? Bon, Ouais, évidemment, aussi, j'attrape peut-être plus d'épaules et ça s'appelle encore le trapèze, là, oui, oui. trapèze et au niveau peut-être des biceps parce que bah, le fait de me transférer, je porte tout mon corps avec ça,
d'être mobile avec ma chaise et tout ça, peut-être que je développe. Je suis plus peut-être une plus grande carrure qu'avant, mais quand je regarde les photos d'avant, bah, j'étais plus fit, plus sec. Mhm. Euh, je sais plus combien j'avais, je crois, de matière grasse. Mon préparateur physique, il me disait, ouais, t'es dans comme si pour un jeu, enfin, un athlète de paralympique, quoi. T'as très peu de masse, très peu de matière grasse et physiquement, t'étais bon, quoi. Mais maintenant, tout a changé, évidemment, après l'accident, quoi. C'est plus du tout la même chose. Maintenant, c'est sûr que je pourrais peut-être prendre, pas des produits, mais des nutriments qui m'amènent peut-être plus de masse ou j'en sais rien. Mais Mhm. avec ce que j'ai là, on va dire, je sais faire ce que Mhm. je dois faire. Donc, Mhm. Ah ouais, je vois. Ouais, c'est après, intéressant. la chose aussi, je pourrais bien être encore plus baraqué ou quoi que ce soit, hein. Mais le problème, c'est que comme j'ai pas une bonne prise à 100% avec ma main droite et encore zéro avec ma main gauche, bah, j'aurais beau attraper une barre et faire des tractions, c'est que si tu sais pas tenir, ou par exemple tenir une raquette de tennis, j'aurais peut-être la force nécessaire dans les bras et dans les épaules, on va dire, ou dans les pectoraux pour taper cette balle, je la monte à 200 à l'heure. Mais si je ne sais pas tenir une raquette et au moment où on a un impact, tu perds toute cette puissance en fait. Mhm. Mhm. C'est ça aussi que j'ai un peu au golf, c'est que je ne sais pas avoir cette main ferme au niveau du grip. C'est pour ça que je l'ai Ouais, grossi aussi. Mais ouais, c'est ça, ouais. Ouais. c'est beau avoir la masse qu'il faut, si tu n'as pas la prise en main, c'est comme pour tenir ma chaise, rouler, c'est compliqué, quoi. J'ai pas une prise ferme, quoi. Donc Et j'avance, c'est, je sais bouger, mais voilà, quoi. et ça évolue, ton grip, la fermeté de ton grip ou de ta main ou pas tellement? En fait, la chose que je dis souvent, c'est que si on se regarde tous les jours devant un miroir, on n'a pas l'impression de vieillir ou grossir ou quoi. On le verra, mais pas tellement. Par contre, si on rencontre quelqu'un qu'on a plus vu depuis longtemps, on lui dit, ah tiens, bon, on va pas lui dire que tu as vieilli, hein, mais on va lui dire, tiens, tu as maigri ou tu as grossi, tiens, ou tu as vieilli. Mais donc, moi, personnellement, je sens que j'ai une petite évolution, mais je ne le vois pas vraiment. Alors, il y a des gens qui me disent, tiens, tu te tiens mieux dans ta chaise, tiens, ou tu te tiens de moins en moins bien, parce que j'ai une scoliose aussi. Ma colonne est complètement arrondie. J'ai aussi mon bassin qui est complètement plus équilibré. Donc, j'ai peut-être plus tendance à pencher d'un côté. Là, on voit mes épaules, d'ailleurs, Mhm. pas du tout. Il faudrait que je me tienne à ma chaise pour essayer de me mettre droit. Mais... Donc, voilà, moi, je me vois tous les jours, donc c'est difficile. Mais je sais qu'il y a des petites choses où je prends plus de confiance aussi à faire. Des petites choses aussi que je dis, tiens, j'ai plus confiance et j'ai plus de facilité à attraper. Je prends l'exemple d'un verre, par exemple, tout simplement un verre d'eau. Mhm. Donc, voilà. Mais d'évolution, normalement, il y aura plus de miracle, quoi. J'espère Mhm. qu'un jour, au fond de ma tête, c'est là quelque part, mais normalement, comme les médecins m'ont dit, après 2 ans ton accident, logiquement, tu n'as plus d'évolution, mais tu auras de l'amélioration dans ce que tu as récupéré. Voilà ce qu'on m'avait dit. Mhm. J'ai mieux développé mes muscles, ma main droite s'est un peu mieux développée, mais voilà, ça ne reviendra plus comme avant. Mhm. Et c'était il y a combien de temps ton accident, si ça te dérange pas de revenir là-dessus, hein, vraiment. Le 8 juin, ça faisait 9 ans Ah ouais, ok. déjà. Ça, Putain, ça va vite, hein. ça- Et c'est quoi comme, t'as dit tout à l'heure que c'était une deuxième vie et que tu as un regard complètement différent sur toi. Comment, en fait, ou en quoi? Enfin, tu peux un peu nous... Et de nouveau, hein, si c'est sensible pour toi, tu m'arrêtes tout de suite et on discute d'autre chose, hein, On pose peut-être tous la question alors. mais, non, mais je vais de façon un peu ouverte, mais encore une fois, si tu vraiment si c'est sensible ou que tu veux pas en discuter, on peut évidemment passer à autre chose. Mais je me demandais parce que tu en parlais tout à l'heure. Comment, suite à ton accident, euh, comment ton regard, tu disais ton regard, c'est un nouveau regard que tu as sur toi, que tu vois les choses complètement différentes. C'est d'une deuxième vie, tu parlais. Et je voulais un peu savoir comment tu vois justement la chose, quoi. Comment c'est une deuxième vie pour toi, quoi. Que tu nous expliques un peu.
un peu ce que tu penses de tout ça, quoi. Tout d'abord, moi, je suis pas gêné, donc on peut parler de tout, de l'accident, de ce que j'ai eu à l'hôpital, enfin, tout. Moi, je j'ai rien à cacher. Et je suis pas gêné ni rien que quoi que ce soit. Mais quand je dis que c'est regarde de deux vies, ben, évidemment, je pars du principe que quand on est valide, ben, euh, on sait facilement faire toutes les choses parce qu'on a la mobilité, et ainsi de suite. Et évidemment, à un moment, quand on se prive de ça, ben, on se rend compte de la difficulté quand même de la vie de tous les jours. Euh, et on se préoccupe pas évidemment du malheur, on regarde toujours droit devant soi quand on est valide, évidemment. Et on voit ce qu'on peut faire et ainsi de suite. Tandis que quand on voit pas ce qui se passe derrière, on voit pas ce qui se passe, évidemment, pour ceux qui ont des problèmes, non. Et quand je dis une deuxième vie, moi, j'ai un ami, justement, celui qui avait Android 34, la l'ASBL, euh, il disait, je souhaite à personne ce qui m'est arrivé, mais je souhaite à tout le monde de voir la vie comme je la vois maintenant. Et je trouve que cette phrase est tout à fait juste. Parce que une fois qu'on est en chaise, on se rend compte des difficultés, des accessibilités, de la facilité dans la vie de tous les jours, qu'on est mis entre guillemets un peu de côté. Et tout ça, ben, c'est un autre regard. Donc, du coup, on voit plus le malheur aussi dans la vie de tous les jours, ce qu'il y a. Mais en même temps, pour nous, enfin, en tout cas pour moi, je le vis comme ça, comme un objectif de réussite. Bon, ben, il y a une montée pour aller au magasin, ben, c'est pas grave, je vais y aller. Enfin, c'est tout bête, hein, mais moi, j'ai toujours tout pris aussi comme un objectif, comme du fait, et grâce au sport, enfin, qui est OK, quoi, qui m'a amené cette motivation, cette éducation, entre guillemets. Et alors, je trouve je m'énerve moins. Pour prendre par exemple, tout simplement, on est en voiture, voilà, un qui avance pas, qui met pas son clignot, ou que sais-je, bah, je dis plus que je m'énerve pas, mais je m'énerve beaucoup moins, parce que je me dis qu'il y a plus grave. Et une fois quand on est valide, en fait, on ne pense pas tout ça, parce qu'on le voit pas, sauf si on connaît quelqu'un qui est un peu dans le milieu-là, on se dit, juste c'est bêtement pour un valide qui se dit, tiens, c'est pas grave, il y a plus grave que ça dans la vie. Mhm. Et je rappelle souvent à ma copine. Ouais. Mais et donc, du coup, même moi, encore même moi, maintenant en chaise, je me dis, ah, c'est pas grave, il y a plus grave que moi. Et du coup, déjà, rien que ça, c'est juste un mental et une autre vision de la vie qui fait que bah, elle change. Et je trouve que c'est une deuxième vie parce que j'aurais jamais eu ce regard-là si j'avais pas été accidenté et ni se retrouver en mobilité réduite. Et je trouve que c'est tellement beau et enrichissant de la voir différemment, quoi. Alors, heureusement aussi, je dis, j'ai la chance de vivre une deuxième vie. Heureusement aussi que je l'ai eu à mes 24 ans. Ouais. Quelqu'un qui est né en chaise, je ne serais pas à se mettre à sa place, mais quelqu'un qui aurait, par exemple, un accident, j'invente là encore, comme ma fiancée qui est née, elle soigne un petit qui a 14 ans et qui a une maladie qui se développe. Ben, le pauvre, il va peut-être pas pouvoir suivre tous ses copains dans des sorties sportives, dans des soirées et tout ça, parce que c'est plus compliqué, c'est plus toute une organisation. Et moi, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu toutes les conneries, j'ai vécu toutes les bêtises qu'on peut faire en tant qu'ado ou quoi. Enfin, voilà, ou toutes les sorties. Enfin, heureusement. Et c'est pour ça qu'à 24 ans, je me permets de moi de me dire à mon stade, à mon niveau, que je vois la vie différemment et que j'ai la chance est dans le malheur de vivre une deuxième vie, quoi. Mais le malheur, pour moi, il est là, mais il n'est plus vraiment là, quoi. Parce que j'accepte. Il faut aussi accepter aussi son handicap et les problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Mais la vie avance, la vie continue. Je vois toujours mes amis. Le week-end passé, on a fait un EVG pour moi et on a fait des activités tous ensemble. Ils ont fait les trucs nécessaires pour que ce soit adapté. Enfin, et puis voilà, et puis on bricole et on trouve des solutions, quoi. Donc voilà. C'est fou à dire et ne me prends pas mal si je m'exprime mal, hein, mais bon, évidemment, on se voit pas souvent, mais là, en t'entendant parler et même en voyant sur ton attitude, etc., ben, on dirait que t'es bien, quoi, d'une certaine façon, quoi. Bon, je prends des gants, hein, je mets des guillemets, hein, Euh, mais non, je suis bien, je suis bien. Il y a quelques petits trucs dans la vie de tous les jours.
C'est bête, hein, mais c'est fatigant de s'habiller, tu vois. Ça me prend. Mhm. Je vais m'habiller tout seul, ça me prendrait une heure et demie. Bon, ici, j'ai des aides et tout. Mais hormis ça et un autre côté un peu soin à faire le matin, hormis ces deux choses-là que je mets en parallèle, tout le reste, bah, je suis bien. Je trouve des solutions, je m'adapte. J'accepte aussi que je sais pas faire des choses. Je le prends pas mal. Comme je disais à mon EVG, je disais à mes copains, si vous voulez organiser un karting, moi je regardais, c'est pas grave. Moi, mon plaisir, en fait, maintenant, c'est voir mes amis et qu'ils s'amusent. Moi, je m'amuse. Ok, j'aurais un petit dégoût de ne pas le faire, mais en fait, c'est pour ça que mon regard et ma vision changent. C'est que ben, je suis content parce que vous vous amusez et on passe un chouette moment. Et donc voilà, hormis ce petit truc entre parenthèses, tout le reste, tu vois, je suis bien. Et, là, on est parti avec ma fiancée, tête baissée, sans savoir, mais on est parti 2 semaines en Afrique du Sud. On a fait safari, on a visité Cape Town. Enfin, voilà, on a trouvé des solutions et tout. Alors, il y a le côté un peu délicat pour moi parce que je ne peux pas porter les valises ou des choses comme ça. Et c'est délicat pour ma fiancée parce qu'elle dort avec cette énergie-là en plus. Mais après, voilà, on est ensemble, on avance, on découvre un chouette pays et on s'adapte, on trouve des solutions. Et s'il n'y a pas moyen, ben, on passe à côté, on trouve autre chose à faire. Et puis voilà, quoi. Donc, Mhm. Ah, c'est super. ça s'arrête pas, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je comprends bien. Et cette idée on s'arrête pas, que tu te remets des objectifs. Mentalement, on sent que, ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis, Un peu ouais. la gratification qu'on donne à ses enfants. Il va un chocolat, on lui donne pas, quoi. Bah, tu vas le chercher, quoi. Alors oui, évidemment, et on va pas lui demander de monter sur le meuble et d'aller chercher dans l'armoire, tu vois. Mais Mhm. soit elle en passe, et voilà, dans la vie, on peut pas tout avoir, c'est ça qu'il faut se dire. On sait pas tout faire, on sait pas tout avoir, même pour un valide. Et puis si le chocolat il est au milieu de la table, ben, il se débrouille pour grimper sur la chaise, il trouve des solutions et il va l'attraper, quoi. Mhm. Donc, euh, donc voilà, moi Mhm. ça aussi, c'est la même chose, c'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais, ouais, c'est responsabilisant, en fait, ce que tu dis. Ouais, je comprends. Et, ouais, ouais, je comprends très bien. Et en termes bon, de routine quotidienne, etc., des petits gestes comme tu as mentionné de s'habiller le matin, faire son café, n'importe quoi, quoi, ou des petits déplacements comme ça, un peu à la con, mais qui font partie de la vie de tous les jours et dont on prend pas conscience quand on n'est pas dans ta situation. Euh, qu'est-ce qui est le plus pénible ou qui est le plus compliqué, quoi, pour toi encore aujourd'hui? Euh, Hormis ouais, le petit soin et l'habillage, Ouais, que tu, euh, ouais, ouais, tu me fasses un peu un dessin de, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qui est le plus embêtant? Ben, en vrai, ce qui est souvent fatigant, c'est que faut tout le temps s'organiser. Tout le temps s'organiser. Bon, maintenant, ça devient quelque chose d'habituel, en fait, hein, mais c'est simple. Si je veux me poser dans le canapé, ben, avant d'aller dans mon canapé, comme quelqu'un de valide, je vais dire, bon, je vais dans le canapé. Il faut que je mette mon téléphone à côté, parce que si je tombe, il faut que je l'ai à côté de moi pour appeler, si jamais, parce que ça peut m'arriver. Il faut que je fasse les commandes. Je sais que je vais avoir soif, donc il faut que je mette le téléphone à côté. C'est bête, hein. On valide, on se pose dans le canapé, poum. Ensuite, la télécommande sur la table, on se lève, on la cherche, on se rassit. C'est juste des petits gestes au quotidien pour un valide qui est en fait naturel. Il n'y a pas Mhm. d'obstacle. Tout ça, moi, je dois prévoir, quoi. Donc, et c'est comme dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est tout le temps, j'organise, je me projette. Je sais que, par exemple, toute la journée, je vais au golf. OK, il faut que je pense à tout ça, toutes les petites choses. Par exemple, j'ai besoin, par exemple, pour aller aux toilettes, j'ai besoin de me sonder. Donc, je peux pas arriver là-bas sans être organisé, quoi. Mhm. C'est je dois faire un retour, quoi. Je dois revenir à la maison plus vite. Donc, tout ça, c'est plein d'organisations, comme en voyage, on va penser à tout. Ça, c'est fatigant, mais c'est devenu une routine. Après, pour le reste, là, comme ça, j'ai pas, j'ai, non, j'ai pas d'autre. Et tu t'es déjà fait des frayeurs? Ou des, par exemple, tu disais tomber de ton canapé ou que t'as pas ton téléphone en main ou un truc comme ça? Ah, je suis. Un jour, bon, j'ai un petit vélo électrique qui s'attache à ma chaise, pour la petite anecdote. Je pars faire des petites courses et tout, puis je reviens. Et c'est con, hein, mais je me donne toujours des petites missions, hein, je suis toujours comme ça, je me donne des objectifs pour tout.
Par exemple, je vais faire les courses, je me dis, allez, en une demi-heure, je dois avoir fait tout et je trace dans les rayons. Enfin, ça me motive, ça part. C'est un truc qui est distrayant. Et là, en fait, je rentre de ce pied de course et avant, j'habitais dans un appartement. Je devais rentrer tout le temps par le sous-sol parce que c'était la voie la plus comment dire, accessible. Facile. Oui. Et, et t'as une longue descente. Et moi, je me dis, allez, go, j'ouvre le garage, je lâche mon guidon, je me laisse descendre dans le truc. Et les clés tombent, je dois les rattraper, j'ai oublié de reprendre mon guidon, je ferai trop tard, je fonce dans le mur et je suis par terre. Et du coup, là, bah, j'étais tombé coincé dans ma chaise et mon vélo électrique. Je suis resté une heure par terre, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis, à un autre moment où je suis tombé chez moi, j'ai raté mon transfert entre mon canapé et mon siège. Euh, et du coup, bah, je suis tombé par terre et j'avais aucun ami qui était disponible parce qu'il travaillait. Mon voisin n'était pas là. Mes parents non plus étaient en vacances. Oh, bah, j'ai attrapé le coussin d'un autre canapé. Heureusement que j'ai le Tour de France devant moi et je suis resté là couché pendant une heure. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je bouge là et j'ai appelé les pompiers. Mais ouais, Mhm. c'est des anecdotes comme ça. C'est pas des frayeurs, mais effectivement, tomber en chaise aussi, ouais. J'ai envie de Mhm. voir des frayeurs. J'ai des petits coups au cœur comme ça quand je sens que je vais partir ou quand je joue au golf aussi. Des fois, il faut jouer des balles dans des montées ou dans des descentes ou un peu de diagonale. Et Mhm. on prend une pénalité, je vais absolument la jouer, parce que sinon je perds un coup. Mhm. Il m'est déjà arrivé de sentir les deux roues partir, quoi. Mhm. Une machine de 200 kilos qui tombe dessus, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Franchement, je suis pas tout seul non plus quand je fais ça, mais Ouais. Et la vie, Bruxelles et puis chez toi, mais aussi les golfs dans lesquels tu vas, etc. Je veux dire, les infrastructures de la société dans laquelle tu vis sont assez bien faites ou bien tu te rends compte qu'en fait, il y a des galères partout, quoi, des petites marches, des petits... non, à Bruxelles, je dis, parce que c'est là où je suis le plus, c'est pas du tout adapté. Alors, il y en a un peu, hein, c'est pas ça, mais sinon, c'est vraiment très loin d'être adapté. Après, je peux comprendre pour Bruxelles-Sens, parce que bon, c'est une vieille ville, euh, donc ils n'ont pas pensé à ça à l'époque, mais quand je vois des nouveaux endroits, des nouvelles places qui refont tout, de tout de A à Z, et ils pensent juste pas de mettre une épaisseur en plus pour l'accessibilité au magasin. Je prends par exemple l'exemple de Stockel, qui est place du Mhm. Mont, rue Saint-Pierre. Ils ont refait toute la place en éliminant deux bandes de voitures à une bande pour agrandir le passage piéton, pour que ce soit plus aéré pour la mobilité piétonnière. Et là, si on compte tous les magasins, je pense qu'il y a à peine 10% qui sont accessibles, quoi. Ouais, ça va pas. Pourtant, c'était pas compliqué, hein. On repart d'une base, on met un peu plus de stabilisé, on fait une légère pente avec les briques, et puis voilà, hein. On ne parle pas Mhm. d'installer une rampe en métal, quoi. C'est Donc, sûr. pour revenir, comme on avait déjà discuté tout à l'heure, euh, on voit que c'est plus propre chez les autres et plus sage chez soi. Donc, quand je pars à l'étranger, pour moi, c'est waouh à chaque fois, quoi. Je prends les cas de l'Espagne, c'est hyper adapté, vraiment bien, les plages, tout. Franchement, il y a un monde de différence. La Hollande, même chose. En France, ça s'améliore vachement aussi. Ils ont mis des lois en place pour ça. Ouais, bon, en Belgique, non. Franchement. Et alors, bon, les terrains, les clubs de golf, j'étais dans un cas à l'Empereur où tu avais une énorme cour en pavé. Donc, les pavés, c'est déjà Mhm. euh, le style de revêtement qui est vraiment le pire pour les personnes en chaise roulante. Euh, je peux comprendre qu'ils vont pas refaire toute une cour pour deux personnes qui étaient en chaise, mais il y a moyen de faire des choses qui sont pas coûteux, puis il y a des aides pour ça. Ici au Waterloo, j'ai l'accessibilité partout. Ils ont mis un ascenseur, ils ont rénové le club et tout. C'est pour ça, d'une part, que j'ai été là aussi. Euh, mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire dans toutes les infrastructures, dans les magasins, sur la voie publique. Enfin, Mhm. Et tu roules en voiture, non? je roule en voiture. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Ben, donc, moi, j'ai un petit SUV. Ben, je sais encore faire mes transferts debout. Donc, je me mets debout aux côtés de ma porte, enfin de mon siège.
Je me mets debout, je pivote sur moi-même, je me transfère dans la chaise. Et alors, j'ai une adaptation dans le coffre, dont j'ouvre le coffre et c'est un sorte de robot qui vient et qui longe la voiture pour venir prendre, pour venir déposer la chaise. Donc, elle part du coffre, elle ramène la chaise dans le coffre, ou elle vient déposer la chaise dans le coffre, à côté de moi, au niveau Mhm. du siège. Donc, ça, c'est vrai que pour les personnes à mobilité réduite, la voiture, c'est l'accessoire le plus important, hormis l'habitation forcément aussi, mais c'est l'accessoire pour l'autonomie le plus important, quoi. Grâce à ça, je peux aller au golf tout seul, je peux aller faire mes courses tout seul, je peux me déplacer tout seul, enfin, ouais. Sans Mhm. ça, ce serait impossible, quoi. Sinon, je ferais tout à un périmètre de 20 mètres, de 20 et 20 kilomètres carrés autour de chez moi avec mon petit vélo électrique, quoi. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, c'est fondamental. Ouais, ouais, je vois bien. Ça, c'est Et ça t'es, coûte cher, quoi. ouais. Je dis souvent, ça fait rire tout le monde, mais un bon handicapé doit être entre guillemets riche, quoi. Mhm. Ou alors avoir des aides importantes. Et ça se passe comment au niveau de la Belgique? Alors, Il y a suffisamment d'aide ou bien c'est vraiment galère? moi, je suis un cas, enfin, je ne veux pas dire un cas à part, parce qu'il y en existe d'autres, évidemment. Moi, lors de mon accident, c'est dû à ben, je ne suis pas en faute, donc c'est via l'assurance de la personne avec qui j'ai eu l'accident qui, qui paye tout ce que j'ai besoin, évidemment. Les procédures, évidemment, des négociations et toutes ces assurances, ça a duré bien 4 5 ans facilement avant qu'on ait un résultat concret. Si on aurait dû passer par la justice, parce que là, l'assurance a accepté que son client était en tort, mais si c'était, par exemple, ils n'avaient pas accepté, on aurait eu la justice, ça aurait pu durer 7 ans au minimum, voire plus. Donc, heureusement, dans ce cas-là, ça a été réglé, on va dire, assez rapidement qui était en tort et pas en tort. Évidemment, il y a une procédure avec les avocats, les assurances, pour déterminer, ben, évidemment, on va dire, entre guillemets, les budgets. Et pour quelqu'un qui, par exemple, du jour au lendemain, a une maladie ou quoi, je trouve que la mutuelle est assez réactive là-dessus. Il y a des aides assez faciles. Et en fait, chaque région, donc région bruxelloise, flamande ou francophone, Wallonie, a, comment ils appellent ça? Oui, des fonds, je ne sais plus les noms exactement. Mais bon, malheureusement, en Belgique, il y a beaucoup de paperasse, mais on est vachement bien aidé. Une fois que ces paperasses sont vraiment bien faites, on a ce qu'il faut comme on veut. Mais ça prend du temps. Une petite comparaison, quand je parlais un peu des aides que nous, on avait en Belgique comparé à la France. Mhm. Moi, par exemple, je ne paye pas la TVA lors d'un achat de véhicule. Donc, c'est quand même pas mal. J'achète mon véhicule à la TVA à 6% et je suis remboursé du reste. Je suis remboursé des 6% par l'État. Ça, c'est déjà une bonne chose. On a des aides au niveau des adaptations. Ça prend du temps, mais on en a. Et je ne paye pas la taxe de circulation, ni la mise en circulation, ni le moteur. Bon, voilà. C'est pour ça que souvent, les personnes en mobilité réduite, ils prennent des gros moteurs. D'ailleurs, pour l'année dernière, quand je suis arrivé, j'ai dit que j'avais une Tiguan, 150 chevaux, c'est le plus petit moteur qu'il y avait. Il me dit, ah, mais vous, vous êtes, comment il m'a dit, Euh, vous êtes raisonnable. Je dis, pourquoi? Ah, parce que souvent, on voit des R6 passer ou des gros moteurs, enfin, pour dire, voilà, les choses. Et je dis, non, moi, j'ai pris ce que j'avais besoin le plus. Mais maintenant que vous me dites, peut-être que je réfléchirai Ouais, c'est ça. la prochaine fois, mais voilà, moi, je trouve qu'il faut quand même. Il faut être raisonnable parce que c'est quand même des aides. Si on en abuse, à un moment, ces aides vont être terminées. Mais pour revenir, donc, du coup, j'en parlais avec une Française qui joue en golf. Elle me disait que, ils ont des petites aides pour les adaptations, mais ça s'arrête là. Ils payent une voiture de plein pot, ils payent leurs taxes de plein pot. Enfin, donc voilà. Pour ça, en Belgique, on est vachement bien aidé, quoi. Alors, Ouais, ouais, on parle même pas aux États-Unis, ouais, par c'est exemple. ça. Donc, Ouais, ouais, c'est fou, ouais. pour ça, je trouve qu'on est bien aidé à ce niveau-là, mais ça prend du temps. Ouais. Ça peut être lourd parfois, quand on me dit des procédures d'avocats qui prennent 7 ans. Ouais, ça, c'est mentalement, c'était dur au début, parce que on te parle de budget, mais
prends un exemple. Allez, je dis des chiffres comme ça pour pas donner des vrais chiffres ou quoi, mais par exemple, on te dit, ben voilà, tu as un dommage moral de 300 000 euros. Moi, je regarde l'assureur, je dis, ben, c'est rien ça. Je dis, vous êtes prêt à, si je vous coupe votre jambe, imaginons, vous êtes prêt à donner combien, enfin, vous êtes prêt à recevoir combien? Je dis, mais zéro, moi, je veux pas qu'on me coupe ma jambe. Je dis, non, mais donnez un chiffre. Parce que vous êtes prêt à recevoir 1 million, 2 millions, 3 millions. 300 000, c'est rien. Mais bon, voilà, tout ça, évidemment, c'est des tableaux, tout est mis. Après, on peut discuter, essayer de négocier sur certains postes avec des bons avocats. J'ai eu la chance d'en avoir deux très bons qui ont bien fait Mhm. ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est toutes des discussions qui sont dures parce que tu n'en as pas envie, mais en même temps, tu en es obligé parce que pour tout ce qui. Allez, moi, je prends l'exemple, ma chaise roulante, une chaise active, on parle, pas une chaise comme on peut retrouver en hôpital, c'est quand même 7 000 euros, quoi, en moyenne. Ça peut aller de 5, ça peut aller comme à 10, quoi. Mon petit vélo électrique, ben là, je viens d'en refaire un, c'est 4 000 euros, quoi. Pour déjà 11 000 euros, c'est une chouette petite voiture d'occasion pour un jeune ou même déjà quelqu'un qui ne trouve pas les deux bouts. Mon paragolfeur, c'est 25 000 euros, on va dire, grand maximum, 20, 25. Mhm. Mes adaptations voitures ont coûté plus cher que ma voiture. J'ai pas peur de dire le prix. Ma voiture, c'était 40, 45 000 euros sans TVA. Et mes adaptations, 55 000 euros. Parce que j'ai les conduites au volant, l'accélérateur et tout est au volant. Mhm. Euh, c'est pas donné. C'est pour ça que je dis qu'un handicapé, s'il veut être bien, il doit être riche, quoi. Enfin, riche, bon. Quand je dis riche, c'est pas riche de son portefeuille, mais d'avoir des bonnes aides ou. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, on se rend pas compte, hein. Et en plus, on parle même pas de ça. Bon, je veux pas parler de malheur, mais dans certains pays, ça doit juste être inexistant, quoi. Dans les pays pauvres d'Afrique, etc., Euh, c'est l'horreur. ouais, ça devient encore pire, quoi. C'est sûr. Il vaut Ouais. déjà un niveau soins de santé, quoi. Ah oui, tout à fait. Un Ouais. gars, moi, on me disait toujours, un gars qui avait une pathologie comme la mienne, il y a bon, beaucoup d'années, hein, mais c'est peine perdue, hein. Il va vivre un mois et puis c'est bon, il est mort, hein. Bon, maintenant, les soins s'améliorent, les techniques aussi. On arrive tous à tout à petit à adapter, à améliorer, mais c'est sûr que Mhm. dans les hôpitaux qui n'ont pas droit de soins ou très minimes, bah, à mon avis, c'est Mhm. personnes-là doivent vraiment, vraiment être dans le dur. Et Tout, tout revient, même chose pour un valide, hein. Quand quelque chose ne va pas, faut se dire, peut-être qu'en Afrique, ils ont à peine à boire et à manger, et nous on se plaint parce que notre viande n'est pas cuite, quoi. Ben, c'est ouais. ça, je reviens, c'est ça que moi j'ai appris beaucoup, c'est que pour essayer d'éviter de se plaindre, c'est pas que je ne me plains plus, mais beaucoup moins, je râle beaucoup moins sur des futilités, parce que je me dis qu'il y a pire que moi, quoi. Et je trouve que c'est une belle mentalité que chacun devrait avoir humainement pour que le monde avance aussi, quoi. Tu dirais que ce serait ça la plus grosse leçon que tu as appris à travers ces petites 10 années que tu as vécues là? En tout cas, ouais, c'est une des plus grosses leçons. Ouais. Ouais. Et surtout, Mhm. la leçon, c'est que voilà, on ne sait pas ce qui est fait demain et mon accident peut arriver à tout le monde, à n'importe qui, à n'importe Ouais. quel âge, hein. Mhm. Euh, mais bon, c'est pas pour ça que non plus on doit en faire une leçon non plus de ce que je dis. Parce que voilà, quand on est valide, on est à fond dans son truc, ou tout le monde hein, reste dans sa bulle, on avance et puis on ouvre un peu les yeux, mais pas Mhm. non plus cœur sous la main pour tout et à tout bas, quoi. Mais, C'est sûr. Et si ça te dérange pas, comment ça s'est passé l'accident en fait? voilà, je pensais que c'était une de tes premières questions, mais pas du tout. Ouais, alors, non, j'ai un problème à raconter. En fait, tout simplement, je vais expliquer toute ma journée, hein. Ça, c'est plus simple, pour voir d'où ça vient. J'avais un pote qui avait acheté une nouvelle maison, donc j'en avais 24 ans. Et tout simplement, j'ai été chez lui, par exemple, depuis le matin, aller bien rénover, détapisser, peindre, et ainsi de suite. Et l'après-midi, on était chez un autre pote qui, lui, avait sa propre piscine privée chez ses parents. On a fait une petite partie de foot et le plan, c'était voilà, rénover, petite partie de foot, piscine, barbecue. Et c'était pendant la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe.
dans la Coupe du Monde, qui était au Brésil, je pense. Euh, et du coup, le but, c'était ben, après de faire un petit barbecue et voilà, boire une petite bière pendant le match, quoi, qui était diffusé ce soir-là. Et donc, mon accident a été fait dans la piscine, où donc, voilà, traditionnellement, c'est des longues piscines rectangulaires. Et dans un des longs côtés, j'étais au bord de la piscine, dans l'eau, au bord, et je discutais avec un ami et avec quelques autres amis qui étaient sur les transats juste derrière. Et à un moment, j'avais fini la conversation avec mon ami et je me mets un peu comme un nageur se met un peu quand il part en crawl. Je sais pas si tu vois, il plie ses jambes contre le bord à l'intérieur de la piscine, dans l'eau, et tu as tes mains au bord de l'eau et tu te pousses en arrière. Mhm. Et voilà, mon but, c'était pas de faire du crawl, mais juste me lancer en arrière sur le dos dans l'eau. Et à ce moment-là, au moment où je me suis propulsé du bord, au même moment, il y a un ami de l'autre côté qui avait pris son élan et qui a sauté dans la piscine et il a voulu faire, enfin, il n'a pas voulu, il a fait une bombe. Et donc, au moment où lui a déjà pris son élan et qu'il était déjà en hauteur, moi, je m'étais propulsé du bord. Et donc, voilà, l'impact était inévitable. Il a atterri sur le haut de ma colonne. Pour niveau médical, c'est C4, C5. Euh, et j'ai reçu, à mon avis, son coude. Ça arrange quelque chose, en tout cas, assez lourd. Et là, j'ai eu tout de suite euh, l'association qu'il y avait quelque chose de grave. Et j'ai juste eu le temps de crier au secours et de prendre une bouffée d'air. Et un peu, je prends toujours cet exemple, un peu comme une feuille morte qui tombe au sol d'un arbre. Ben, moi, c'était à peu près la même chose. Et je me suis retrouvé nez à nez avec le regard face au sol de la piscine, quoi, dans l'eau. Et là, j'ai juste entendu un de mes amis à travers l'eau qui a dit, je pense qu'il rigole pas, il faut aller le chercher. Et là, j'ai un blackout et jusqu'à quand ils m'ont remis en dehors de la piscine, dans le gazon, quoi. Et là, une de mes premières questions, c'était, tiens, est-ce que mes jambes, comment sont mes jambes? Je dit, ben, elles sont couchées. Ah. Et mes bras, parce que j'étais complètement allongé sur l'herbe avec le regard face au ciel. Et eux, par bon réflexe, ils m'ont mis tout de suite un essuie autour de la nuque pour que je ne bouge pas, parce qu'eux, ils avaient compris que j'étais paralysé. Et en gros, pour moi, mes bras étaient en angle droit, tout comme mes jambes. En fait, dans la même position que quand j'ai quitté le bord de la Mhm. piscine. C'était la mémoire, à mon avis, enfin, la dernière ouais, mémorisation de mes membres quand j'étais allongé par terre. Là, j'ai compris que c'était paralysie complète, quoi. Et donc, évidemment, à ce moment-là, mes premières pensées, c'était le hockey, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je veux savoir remarcher ou est-ce que c'est juste un choc et ça va reprendre, et ainsi de suite. Et puis après ça, bon, ils ont appelé tout de suite l'hôpital qui est venu d'urgence. J'ai été à Saint-Luc parce que c'était quelque chose de grave. Et là, ils m'ont fait tout de suite comprendre qu'on va faire des radios, mais à mon avis, on est là pour le pire. Et je me rappelle, je crois que je suis passé vers 8h, 9h radio. Et là, moi, on m'a rien dit. Moi, on avait dit à ma mère que c'était allez, assez grave, mais qu'il y avait une chance parce que la moelle a été comprimée et pas sectionnée. Donc, si la moelle avait été sectionnée, j'aurais été un peu comme dans Intouchable, où j'aurais pu eu la tête qui pouvait avoir la mobilité et plus rien d'autre. Mhm. Dans mon malheur, j'avais cette petite chance. Mais bon, pour l'instant, là, moi, à ce moment-là, j'étais pas au courant. J'ai tout de suite été opéré direct sur ma main en pleine nuit. Et puis voilà, j'ai fait 2 semaines de soins intensifs avec des machines qui m'aidaient à respirer, à me nourrir, et ainsi de suite. Et puis après 2 semaines, j'ai fait presque 2 ans d'hôpital avec Ouais. la kiné, de la revalidation tous les jours, matin, midi, soir. Moi, en tant que sportif, je disais, c'est pas assez, il m'en faut plus. Et Mhm. donc, par moi-même, je m'ajoutais une troisième, voire des fois une quatrième séance. Donc, Mhm. voilà un peu au moment de l'accident jusqu'à la Et, sortie c- des... et ça, c'était pas les 2 ans après à l'hôpital en revalidation, c'était comment? Même psychologiquement, puisque c'est long, 2 ans. Alors,
c'est très long, 2 ans, mais sur le moment même, pas tellement. Mhm, Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une dynamique comme si, voilà, tu te lèves, tu prends ton café, ton déjeuner, tu prends ton sac, tu vas au boulot, tu reviens du boulot, tu reviens chez toi, puis tu fais ce que tu as à faire, puis voilà. Bah, moi, c'est la même chose, je me réveille, j'avais forcément les infirmières, le soin, parce que là, ils étaient plus importants qu'à l'heure actuelle. Puis j'allais en kiné, je revenais, je mangeais, je repartais en kiné, je faisais une petite pause, puis je repartais en kiné moi-même tout seul, puis je revenais dans ma chambre. Parce que voilà, ma chambre, c'est la maison, on va dire. Et puis pour moi, c'est comme si j'allais au boulot tous les jours, quoi. Et mhm, où j'avais une autre image, c'est pour moi, j'allais à l'entraînement. Tiens, le matin, c'est comme si j'allais à l'entraînement hockey. Tiens, l'après-midi, c'est comme si j'allais à la salle de fitness. Tiens, la troisième séance, c'est comme si je faisais une séance de vidéo, entre guillemets. Donc, je le prenais comme une vie de monsieur et madame tout le monde ou comme une vie de professionnel de sportif, quoi. Bon, c'est sûr que on voit qu'on est dans un hôpital, on n'est pas indépendant, évidemment, à ce stade-là, parce qu'il y a toute une évolution de récupération. Et, euh, et puis voilà, mais c'est vrai que c'était pas facile. Mais je suis rentré dans un engrenage. Et franchement, je pourrais même, quand j'ai quitté, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça fait 1 an, je crois 1 an et 10 mois, un truc comme ça, que je suis resté mhm. totalement à l'hôpital. Donc, Et, et tout à l'heure, tu me mentionnais le côté, l'aspect mental, et puis même dans tout ce que tu dis, il y a pas mal de sagesse, entre guillemets, enfin, ou en tout cas des choses que tu as appris, quoi, avec cette idée d'un nouveau regard sur toi-même, etc. Comment ça a évolué un peu dans les premières grosses étapes, je dirais, juste un peu après l'accident, quoi, où j'imagine c'est hyper à chaud, et là, tu as une autre perspective que tu as pendant les deux années à l'hôpital, etc. Et puis après, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a eu des passages ou des caps du point de vue psychologique ou mental que tu as fait? Et si oui, comment? Enfin, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? alors, forcément, j'ai eu des coups bas, ça c'est Ouais. sûr, faut pas le nier. Je crois que n'importe qui, même le plus fort au monde, il y en aura parce que, voilà. Mais je me suis tout de suite mis, après les soins intensifs, et que je pouvais commencer la kiné et ainsi de suite, je me suis tout de suite mis un mental de sportif. Et c'est pour ça que le sport en lui-même est une très belle éducation. Et encore plus, je trouve, euh, grâce au hockey, parce que bon, j'ai pratiqué le hockey, un espèce de sport, du collectif, tu vois, mais aussi le fait d'aller à la salle fitness pour toi-même aller courir aussi, pour être en forme pour ton match. Bon, là, c'est le côté individuel. Bah, je me suis mis tout de suite dans ce mode-là sportif et je me suis dit, OK, je ne vais pas me fixer un objectif dans un mois, je marche. Je me suis dit, je vais me fixer. Bon, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre aussi dans la situation où je suis. Parce que pour moi, petite anecdote, j'arrive dans la chambre, évidemment, qui est partagée. Je rencontre un gars, il me raconte un peu son histoire, et puis je lui dis, tiens, ça fait combien de temps que tu es là? Il dit, ça fait 9 mois. Moi, dans ma tête, je me suis dit, wow, t'es fou, toi, 9 mois ici, mais t'es fou. 6 mois, et là, il rigole et il me dit, ah, mais t'inquiète, toi, vu ton état, tu seras plus que 9 mois. Moi, je lui dis, tu vas voir, dans un mois, je serai parti d'ici, quoi. Maximum. Mais, et puis, il m'a fallu quand même, ouais, c'est vrai, peut-être un petit mois pour vraiment comprendre dans quelle situation enfin, je suis, quoi. Et je prends un peu l'exemple que euh, tu te fais par exemple un bleu, ben, il disparaît pas dans la minute, quoi. Il faut peut-être une semaine ou deux. Donc, pourtant, on parle de quelque chose d'un petit coup, quoi. Là, on parle d'un impact qui est quand même la moelle. Je pense qu'après le cœur, parce que le cœur, si t'es touché, t'es mort, c'est fini. Mais là, c'est quand même l'autre endroit le plus important du corps, c'est la moelle. Et là, je me suis rendu compte, évidemment, en discutant avec les médecins, je me rends compte petit à petit. Et après un mois, je me suis dit, OK, en fait, mon voisin de chambre, il n'a pas tort. On parle de quelque chose de très sérieux, ça va prendre du temps. Et donc, après un mois, là, je me suis mis vraiment dans un mental de sportif où je me suis dit, OK, j'ai compris que je ne vais pas marcher après un mois, mais je vais me fixer plein de petits objectifs euh, parce qu'il n'y a rien à faire. Chaque petit objectif, qu'il soit le plus minime possible,
va t'apporter un peu une satisfaction et un peu de bonheur, quoi. Tandis que si tu te fixes un gros objectif, qui est peut-être réalisable, hein, mais très dur, si tu l'atteins pas, bah, tu te prends un aller-retour dans la figure et tu es démoralisé, quoi. Donc, Mhm. c'est comme ça que je l'ai vécu tout de suite. C'est OK, on va faire des petits objectifs, on va se donner les moyens, on va un peu comme je compare toujours au hockey, évidemment, parce que c'est mon sport, mais je me dis, voilà, si on ne donne pas ce qu'il faut à l'entraînement, on ne peut pas se plaindre si on perd le match du week-end, quoi, ou on perd le Mhm. championnat, ou peu importe. Donc, forcément, on aura beau s'entraîner, on tombera toujours sur des gens plus doués, ou voilà, ou avec de la chance de la vie, ou des petites réussites dans le match. Mais voilà, je me dis, il faut que je me donne à fond. OK, je ne sais pas combien de temps je serai ici à l'hôpital, mais pour le temps que je vais rester, ça va être le combat de ma vie, quoi. C'est là où il faut que je donne tout. Parce que faut que je sorte de là le mieux possible. Sinon, c'est vrai que ma vie aurait été complètement différente si, par exemple, pour revenir au coup de l'accident, si ma moelle était sectionnée, je pense que j'aurais eu un bon mental, mais je crois que j'aurais eu des bas beaucoup plus souvent que ça dans la vie de tous les jours maintenant. Là, j'ai quand même une autonomie et tout. Après, j'ai rencontré des gars en chaise électrique qui ont plus que la tête, ils savent discuter, ils savent faire avancer leur machine avec ouais, des adaptations, ils savent conduire aussi une voiture, mais ça devient quand même un peu plus lourd, quoi. Mais, Mhm. mais ils savent le faire, quoi. Donc, voilà. Et donc, oui, il y a eu des hauts et des bas, mais voilà, j'avançais grâce à ces petits objectifs qui avancent, et puis dès qu'il y a un petit truc qui bouge, on est hyper content, on dit, oh putain, là, enfin, pardon pour le gros mot, mais on se dit, waouh, j'ai quelque chose, il faut que je le fasse progresser, et ainsi de suite. Et en fait, je disais souvent aussi, c'est bête, hein, mais en fait, j'ai appris, en étant conscient, d'apprendre tout ce qu'un enfant apprend, en fait. Qu'est-ce qu'un enfant, il apprend? Sauf que lui, il n'est pas conscient. Il apprend à remarcher, il apprend à manger. J'ai dû apprendre, enfin, j'ai un peu appris à marcher, mais pas assez pour vraiment marcher, mais j'ai appris à manger. J'ai appris à retrouver ma voix parce que j'étais intubé pendant 2 semaines. J'avais plus de voix pendant quasiment une semaine ou deux. J'ai réappris, en tout cas, essayer à m'habiller, à manger, à être propre, à utiliser des couverts, à toutes ces petites choses-là, c'est un peu l'équivalence qu'un enfant apprend, mais sans qu'il soit conscient, quoi. Donc, c'est toutes les petites choses comme ça. C'est bête, mais au début, j'ai dit ouais, qu'est-ce que tu veux manger? Après, pas, tu me dis moi, je te ramène sous ce. Je dis un quick, gros hamburger. J'en ai mis partout, quoi. Pour manger que peut-être un quart du réel sandwich, quoi, pas du truc. Mais voilà, et puis à la fin, je me suis dit waouh, je suis en train de prendre un hamburger en main, alors qu'il y a 2 mois, je ne savais même pas le tenir avec 2 doigts, quoi. Donc, toutes ces petites choses-là où il faut être conscient et qui fait que bah, ça, je dis pas ça te rend heureux, mais ça te rend heureux sur le moment même que tu avances, quoi. Donc voilà, et quand il y a des pas, ben, souvent aussi, de nouveau, grâce au sport, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou tu n'y arrives pas, ben, inconsciemment, grâce au sport, je me remettais en question et en motivation mentalement. Alors, je restais Mhm. pas, puis une fois que tu es là, ben, tu peux pleurnicher autant que tu veux, il faut un moment te booster ou le truc, quoi. Après, évidemment, il y a la famille qui aide beaucoup, il y a les amis qui aident beaucoup aussi. J'ai eu un très bel Mhm. entourage, Mhm. tout le temps, constamment. Heureusement que l'hôpital se trouvait pas loin aussi du milieu où je vivais avec mes amis et tout. Donc ça joue aussi beaucoup. Et Mhm. puis, euh, l'équipe médicale était aussi top, quoi. Mais Mhm. bon, voilà, c'est tout ça qui fait que j'en suis là. Après, comme on me dit toujours, ouais, mais comment t'arrives et tout, comment t'as fait? Mais je réponds toujours, il y a une part d'éducation que mes parents m'ont donnée, une part de chance du caractère que j'ai aussi, que tu as à la naissance, que tu choisis pas, mais que tu développes au fur et à mesure des choses que tu rencontres dans la vie, et aussi l'éducation sportive qui fait que je suis ce que je suis et ce qui fait que j'ai fait ce que j'ai fait, mais j'ai fait d'une manière naturelle. Donc, Ouais, ouais, je vois tout à fait. c'est pas, pour moi, c'était un combat dur, mais un combat qui s'est fait naturellement, Mhm. avec la chance de la récupération que j'ai eue.
Alors, est-ce que c'est dû à la logique du corps humain qui se remet et avec les adaptations et les exercices que j'ai faits? Ou est-ce que c'est dû à la mentalité et le fait de donner plus que peut-être certains d'autres? Ce serait un bon sujet, un bon sujet médical, peut-être, mais dur à vérifier et à donner des réponses là-dessus. Mais voilà, c'est un Ouais. mélange de tout ça qui fait que j'en suis où je suis, quoi. Peut-être que j'ai pas été le meilleur non plus, hein, Non, non, mais fantastique, ouais, ouais, je vois tout à fait, c'est inspirant. Et c'est... ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est quoi ton... Enfin, quand t'expliquais, ton combat, comme tu disais, et... bon, je veux pas interpréter, hein, mais maintenant, on sent que, en tout cas dans ce que tu dis, que ton combat, tu l'as réussi, quoi. Ou en tout cas, t'as passé un sérieux premier cap, quoi. Euh, dans ce que tu dis, hein, peut-être que je m'exprime mal, mais du ah, coup, combat, je me suis combattu dans le sens, je ne veux pas dire si j'ai réussi ou pas. Ça dépend qu'est-ce que c'est la réussite. ouais, c'est ça. La réussite, c'est j'ai réussi mon combat parce que je suis sur mes deux jambes et je rejoue. Ok, bah non, pas réussi. Parce que mon combat, c'est le fait que je suis sorti de là et je me suis donné à fond, c'est le principal. J'ai tout donné, toutes les chances, ou en tout cas un maximum de mon côté, et que grâce à ça, maintenant, j'ai une autonomie. On va dire oui, le combat est Mhm. réussi. Euh, Ouais. Mais du coup, maintenant, c'est quoi ton prochain combat? Ou peut-être si je peux te le dire différemment, te poser la question différemment, c'est euh, à partir de la situation dans laquelle tu es maintenant et le moment et au jour d'aujourd'hui, c'est quoi ton prochain projet, la prochaine chose qui t'inspire, ton prochain challenge, voire même ton rêve, quoi, pour la suite de ta vie, quoi. Moi, j'ai pas vraiment. En fait, moi, je suis quelqu'un aussi qui vit au feeling, tu vois. Mhm. Donc, par exemple, niveau golfique, bah, je vais faire les tournois si j'en ai les possibilités. On revient au niveau finance, mais voilà. Je, je me donne quand même correctement à fond, je vais m'entraîner, j'essaie d'être appliqué, faire les choses bien, et on verra où ça mène. Ça mènera peut-être à un très bon placement, ça mènera peut-être à une qualification, une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, une truc, enfin, on verra bien où ça ira. Je n'en fais pas une obsession, parce que pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une égalité encore dans les pathologies. Donc voilà, le jour où il y aura une égalité, peut-être que, et que je sens qu'il y a moyen de faire quelque chose, alors j'irai à fond. Enfin, pas que je ne vais pas à fond maintenant, mais on verra bien. Après, dans la vie de tous les jours, ben, c'est continuer à essayer d'évoluer, trouver des solutions pour me faciliter la vie de tous les jours, pour pas avoir trop dur. C'est une bonne situation familiale, tu vois. Là, on va se marier avec ma fiancée le mois prochain, avoir des enfants. Mon objectif, c'est aussi de pouvoir faire un maximum pour eux pour l'avenir. Enfin, ça va être aussi un peu un point d'interrogation, comment je vais pouvoir m'en occuper, jusqu'à quel point, à quel stade. Ça va être aussi un impact quand même, mine de rien, lourd. Euh, Mhm. déjà, c'est déjà lourd un enfant, enfin, c'est un changement. Quelqu'un de valide, mais comme une personne handicapée, ne pourrais pas tout faire non plus, tu vois. Aller à la plaine de jeu et descendre à toboggan avec eux, ce sera pas possible, tu vois. Mais donc, je vais au feeling. J'ai pas de projet. J'invente Mhm. demain. Bon, je me pousse pas non plus, euh, mais j'aime bien faire chose par chose, surtout maintenant. Là, la maison que j'avais construite ici, elle se termine. J'ai investi un peu pour mon futur, donc c'est pas encore terminé. Une fois que ça a terminé, je me dis c'est passé. Parce que si je me lance dans plein de projets, je sais que je sais que je vais pas assumer. Mais si par Mhm. exemple demain, on me dit tiens, est-ce que ça te dirait, parce que j'avais déjà pensé à ça c'est dans mon coin de ma tête, être coach mental en entreprise. Oui, oui. Tu vois, je trouve, sans me mettre en avant ou me dire je peux être une bonne personne qui peut faire ça, je pense que je peux apporter. Je pense que je peux donner un petit quelque chose ou quoi en tout cas. Mais voilà, c'est un truc dans le coin de ma tête, mais voilà, de toute Pour le façon, futur, quoi. on verra bien. Oui, c'est ça. On verra vraiment bien. En fait, tu sais, demain, bon, demain, je sais que je vais jouer une partie de golf avec mes amis. Je sais qu'on invite quelqu'un le soir, mais dimanche.
je sais pas encore ce que je fais. Oui, Ouais, hein, j'ai des trucs dans mon agenda, comme des séances de kiné, aller voir le notaire ou des trucs comme ça, mais je pourrais pas te dire ce que je fais ou ce que je fais dans un mois, quoi. Au ouais, feeling, comme tu dis, ouais. Au feeling, ça tu prends tombera. la. C'est Regarde, ça. aujourd'hui, je suis avec toi, truc, ben, Ouais, je peux pas prévoir ni rien. Ah bah go, je suis libre, on y va, on passe parfait, quoi. en ligne de rien, et puis on verra ce que ça apportera à la vidéo, que ce soit pour toi ou pour moi, enfin, surtout Mm. pour toi. Mais voilà, pas de projet réellement. Ouais, ouais. Un rêve, par facilité, je veux dire un jour que la médecine évolue et qu'on trouve un truc, et voilà. Même ça, c'est pas vraiment un rêve en fait. Parce qu'on me dit, ouais, tu ferais pas du robot. Enfin, j'ai déjà fait des trucs de robot de marche, hein. J'ai déjà tout Mhm. testé, on m'a déjà proposé plein de choses. Mais tu ferais pas. On l'a vu qu'en France ou au Japon, ils font les opérations et les gens ils savent se remettre debout et marcher un peu. Bon, c'est les grands titres quand tu vois dans les journaux, mais ils marchent même encore moins bien de ce que moi je marche. Mais c'est vrai qu'eux ne marchaient pas du tout, ils se mettaient pas du tout debout, donc c'est une belle évolution. Moi, j'y pense pas à ça. Je vis ma vie en chaise, et si un jour ça tombe, ben, comme j'ai dit, j'attendrai voir quelques personnes le faire. Si ça fonctionne bien, tant mieux, je prends. Alors, c'est plus un risque, mais je ne serai pas le premier à prendre le risque. Ouais. Parce que la moelle, c'est quelque chose qui est délicat, pas beaucoup de médecins osent y toucher. Au final, on risque de faire pire que bien. Mhm. Moi, la vie, elle est en chaise, elle se terminera en chaise. Ouais. Ouais, ouais, je vois bien l'idée de prendre la vie comme elle vient, quoi. Il y a un peu, ouais, Ouais, c'est ouais, ça, tu souris, franchement. Tu es déjà quelqu'un de bonne humeur, de blagueur et tout. c'est On ça. va pas qui me pied à la tronche toute la journée, bah, tu passes ton chemin et puis je continue avec ceux qui ont envie de sourire et d'avancer. Après, pas que tous les jours tu vas être comme ça, mais Mhm. max. Et tu me parlais d'enfants. Quel conseil tu donnerais à, à un de tes enfants si tu pouvais en donner que un, quoi? Donc, tu imagines tes enfants qui grandissent, ils ont 18, 20 ans, ils sont prêts à bouffer la vie, quoi. Et si tu devais leur laisser une seule chose qu'ils puissent apprendre de toi, quoi, tu leur dirais quoi, comme leçon, enfin, ou plutôt comme conseil pour un jeune, quoi. Bon, ça dépend de la situation, mais je sais pas, moi je dirais qu'est-ce qui te plaît avec le sourire, quoi. Franchement, bon, maintenant, s'il vient et me dit, je sais pas moi, par exemple, j'ai envie de dealer de cannabis, je dis non. Mais par exemple, si j'ai envie de faire le tour du monde ou toi, tu as un projet comme là aujourd'hui, de monter des podcasts, des trucs, je dis, mais vas-y, fonce, fais ce qui te plaît avec le sourire et voilà, sois heureux et fais ce que tu as envie de faire, quoi. On a qu'une vie, il faut en profiter. C'est pas profiter tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, mais un maximum, quoi. Faut pas avoir de regrets, quoi. Moi, je pense qu'il faut juste pas avoir de regrets, foncer. C'est ce que je Mhm. dirais. Ça dépend de la situation aussi que tu te proposes, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, pas de regret, ouais. C'est vrai que, putain, je réfléchis à plein de trucs en même temps, hein, mais c'est vrai que quand bon, je prends cet exemple-là, mais comme tu disais au début, quand tu es valide, tu fais des choses, comme tu prends l'exemple des enfants aussi, ils apprennent à marcher, à manger, etc., inconsciemment, quoi. Et donc, tu prends pas conscience de la vie de tous les jours, du bonheur que tu peux avoir dans certaines petites choses, dans l'autonomie à certains domaines, conduire en voiture, jouer au hockey, être avec tes potes, etc. Et donc, du coup, enfin, c'est pas vraiment une question, hein, mais je vois bien enfin, j'ancre bien ce que tu me dis là dans ce que tu m'as dit précédemment, quoi, et dans ton histoire, quoi. Ouais, ouais, c'est inspirant. Je dois te poser la dernière question. Après, après, je te laisse tranquille. Mais j'ai une dernière question à te poser, la grande question que je voulais te poser. C'est quoi, bon, c'est un grand mot, hein, tu réponds vraiment avec tes mots et la façon dont tu le veux. Et la question est même un peu ambiguë, donc tu l'interprètes à ta façon. Mais c'est quoi pour toi le sens de la vie? Oh, la vie. Euh, oh, comment répondre à ça, mais je sais pas, moi, le sens de la vie, c'est
ouais, faire ce qui te plaît, faire ce que tu as envie. On peut pas tout avoir, enfin, on peut pas tout avoir, mais moi, je pense qu'il faut avoir le sourire, avancer, le sport. Tout ça, c'est toutes des éducations qui, bon, et forcément l'école aussi, hein, mais tout ça, c'est des choses qui te font avancer, pas regarder derrière soi, prendre tout avec le sourire, pas se prendre de la tête. Bon, non, c'est pas toujours facile de le faire, mais ouais, moi, je pense qu'il faut avoir le bonheur, tu vois, le bonheur dans chaque journée, avoir le sourire, aider les autres. Ouais, ouais, un peu tout ça, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça, voilà, le sourire pour tout, quoi. Même dans le malheur, il y a toujours, en fait, dans le malheur, il y a toujours le bonheur, quoi. Faut juste, si on arrive à faire ça, c'est pas quoi. Tout le monde, Ouais, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais. Et c'est pas facile, quoi. Parce que même des bêtes petits malheurs ou des bêtes petites conneries qui peuvent arriver au quotidien, comme il nous arrive tous, quoi, qui n'ont rien à voir avec ce que toi t'as vécu il y a un peu moins de 10 ans, ça peut déjà te mettre dans un sale état d'esprit, quoi. Et en fait, Ah, toute la force, c'est de rebondir, quoi. bon exemple, tu vois, dans mon malheur, de mon accident, je fais de la kiné, je rencontre une jolie stagiaire. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis avec sa stagiaire, quoi, qui est devenue kiné, qui a son job et tout, hein, tu vois, mais ouais, dans le malheur, il y a le bonheur. C'est vrai. Il faut juste chercher. Bon, je viens de faire un accident de voiture, bon, pas trop grave, mais tu vas aller réparer ta voiture, tu vas tomber sur la secrétaire, je sais pas moi, j'en sais rien, ou tu vas réparer ta voiture, tu te dis, tiens, je sais pas moi, t'apprendras quelque chose en fait. Mm. C'est comme ça que ça change un pneu, quoi. Ah, génial, je ne savais jamais et tout, je viens d'apprendre quelque chose. Tu l'aurais pas su si. Et si on arrive à faire claque ce petit truc, c'est tout bête, quoi. Donc, C'est clair. mais ouais, voilà, sans la vie, ouais, je pense que c'est ouais, prendre avec le bonheur, le sourire, essayer de transformer un maximum ce qui est malheureux en, en joie ou en apprentissage, hein. On dit Mm. souvent, en sport, on perd. Allez, il y en avait un qui avait sorti une phrase, moi je perds jamais, je gagne toujours. Mm. Si je perds, j'apprends. Donc je Mm. gagne. Bon, bon, après, c'est malheureux si tu perds ta finale aux Jeux Olympiques, hein, mais voilà. Il y a un truc à apprendre, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, top. Mille merci, Flo. C'était vraiment hyper inspirant. Avec grand plaisir. Vraiment, merci pour ton temps. J'espère en avoir pas trop abusé, mais vraiment, mille merci. C'était hyper clair, hyper intéressant. C'était vraiment super, quoi. Oh, c'est chouette, après, c'est un chouette exercice, je trouve. Top. Ça ne me dérange pas de le faire, quoi, avec grand plaisir. Souvent, on me demande de l'aide, moi je le fais. Que ce soit avec Ouais, des, c'est sympa. des étudiants, moi, je travaille avec eux. Ouais. Comme on peut aider, je trouve qu'on doit aider aussi, tu vois. Donc, À fond, à fond. Non, non, mais c'est vraiment, ça dépend aussi c'est, de la situation, c'est, après, d'autres choses. ouais, Ça pas trop dans mon feeling, tu vois, mais ouais. voilà. Non, mais c'est beau, franchement, top, quoi. C'est vraiment, mais c'est vrai qu'aider les autres, putain, c'est sympa aussi, quoi. Enfin, ça rend directement les choses avec une autre, tu vois les choses avec une autre couleur, quoi. Comme projet aussi, on en parle tout le temps, mais moi, il faut savoir que l'école, c'est pas mon dada, tu vois. Ouais, C'est tout. Parce que c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un de très manuel, tu vois. ouais, Un, c'est plus dans le manuel. ouais. Tu dois trouver un boulot, c'est derrière un écran, être secrétaire ou répondre à Au, un au coach mental, ouais, ouais. email, voilà. Mais aussi, un autre projet qu'on m'avait proposé, c'est de faire un livre, tu vois. Mhm, Ça, je pense que c'est intéressant, c'est sûr. Je le ferai jamais moi-même, il faut qu'on vienne me chercher. mhm, Euh, Après, je vois pas l'impact derrière, tu vois. Enfin, ouais. j'ai pas confiance en moi. Tout le monde me dit aussi, si quelqu'un lit ton histoire, ça va être incroyable et tout. Je dis oui, mais moi, si c'est pour faire un livre, je veux pas le vendre pour 10 personnes, tu vois. Alors, je veux pas m'en faire le malin ou faire le truc Ouais, pour ouais, gagner non, c'est sûr. Tu veux le le faire fric bien. au maximum, tu vois. Ouais, Pas pour l'argent ou quoi, hein. Même, l'argent, je serais même limite à la donner à une œuvre caritative ou
elle est partie de Mhm. mon sponsor, tu vois, Ouais, ouais, pour m'acheter une belle voiture, tu vois. Loin clair. de là, tout ça, tu vois, mais ça peut être aussi un projet si on vient me chercher. Dans le Mhm. continental, on verra. Après, tu sais, ça se peut que là, je vais au golf demain, je rencontre un gars, il me dit, oh, moi, je suis chaud. Après, on est parti, quoi. C'est ça. Ouais, puis il y a ton golf, enfin, des compétitions, quoi. Ça serait cool que tu puisses quand même, enfin, que t'aies les fonds, entre guillemets, ou la structure pour pousser un peu plus, sans se mettre la pression, mais ouais. Ouais, on verra bien, tu sais, parce que là, toi, par exemple, je fais ça avec ma maman, Ouais, je t'attends, donc on verra, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr. euh, je Et que, pense aussi, hein. ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai une dernière question, bon, on doit pas forcément la mettre au montage, hein, mais euh, comment elle a pris tout ça, ta mère, ou tes parents, mais parce que pour eux, ça a dû être un putain de choc aussi, quoi. Bon, moins que pour toi, mais quand même, quoi. Ben, Et Sylvain, même, en fait, aussi. Sylvain, évidemment, il était triste, bon, comme tu le connais, il était très triste de ne pas pouvoir son frère sur un terrain. Au début, il a mis vraiment du temps. Il pensait, allez, c'est quand que tu reviens? Tu seras là pour la fin du championnat, ainsi de suite, ou l'année prochaine. Enfin, oh, et j'étais aussi un de ses premiers fans, quoi. Ouais, c'est Enfin, sûr. enfin, premiers idoles, plutôt. Tu vois, et lui, il espérait vraiment beaucoup jusqu'à un moment où il a compris que je reviendrai jamais au hockey, quoi, tout simplement. Et ça l'a attristé beaucoup, je pense. Ça se voyait aussi à son visage. Mais je pense qu'il a, bon, là, il a compris, il est passé au-dessus. Pour mes parents, mon père est très discret, ouais, il est très discret. Je ne vais pas dire enfermé, mais voilà, il s'exprime pas beaucoup, même avec nous, hein. Donc voilà, il est comme il est, mais je sais que il déteste tout ce qui est le monde médicaux. Mm, Donc je pense que c'est une des rares fois où il a mis ses pieds dans un hôpital. mm, Alors sur 2 ans, il est peut-être venu 3 fois, mais je sais que ces 3 fois-là, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais juste voir comment ça allait. Mais je sais juste que le geste est fort, quoi. Donc j'en tire toute une conversation. Et je n'ai pas avec lui, mais juste par le geste, je le sais, quoi. mm, Ma mm. mère était là quand même tous les 2 jours. Chapeau à elle, parce que bon, voilà, elle voit son fils. Voir un deuxième fils qui, entre guillemets, qui est handicapé, parce que mon frère a son petit handicap mental. Mhm. Donc pas facile, je me suis mis à sa place. Ouais. Après, elle a aussi ce caractère que j'ai aussi, grâce à elle sûrement, en partie, qui dit, bah, voilà, la vie elle avance et on fait avec, tout simplement. Et on verra bien ce qui se passe, on fera ce qu'il faut, on trouvera des solutions. Et puis voilà, en tout cas, je n'ai jamais vu ma mère la tête par terre ou en train de pleurer ou quoi que ce soit, en 2 années. Peut-être qu'elle l'a eu toute seule dans son coin, ça je sais pas. J'en ai jamais parlé, mais voilà. Je ne dis pas qu'elle l'a bien vécu, mais je pense pas qu'elle l'a mal vécu non plus. Enfin, elle a sûrement mal vécu, mais Mhm. Elle a pu rebondir. exactement. Ouais, chapeau, quoi. Parce que enfin, pour Sylvain, mais comme pour tes parents et ta mère, enfin, ouais, enfin, comme pour toi aussi, hein, mais Elle faisait le, sa vie, elle est comme elle est, et puis faut prendre ce qu'il y a à prendre, en fait, tu vois. ouais, ouais, tout à fait. Mais d'un point de vue extérieur, nous qui avons pas vécu ça, même pas le quart du dixième, du millième de ce que tu as vécu et de ce que tes parents ont vécu un peu indirectement, et Sylvain, ouais, c'est inspirant, quoi. Enfin, franchement, ça paraît un peu bizarre de te féliciter pour ça, mais enfin, en tout cas, c'est bluffant, quoi. Ouais. Après, comme je dis, voilà, moi je l'ai fait pour revenir, je l'ai fait naturellement, enfin, tu vois, Ouais, ouais, tout à fait. c'est avec mon passé, tu vois. Peut-être que tout ce que j'ai fait dans mon passé, en fait, comme on dit, rien n'arrive au hasard, tu vois. Alors, Ouais. j'ai pas que l'accident est arrivé, oui, il est arrivé par hasard, mais je dis pas que j'ai mérité mon accident. Et tu pourrais très bien te morfondre là-dessus en disant, qu'est-ce que j'ai dû faire dans ma vie pour mériter ça, tu vois. Mais peut-être, si tu, de nouveau, dans le malheur, tu te dis, mais peut-être tout ce que j'ai fait, ben, en fait, je l'ai fait parce que c'était ma destinée d'avoir un accident, tu vois.
Donc, Ouais, je vois. c'est comme mon mécène qui a voulu m'aider. Il m'a dit, moi, je veux t'aider parce que, d'une part, bon, j'ai les moyens ou j'ai les contacts pour pouvoir trouver les fonds de payer ta machine. Mais je suis persuadé, c'est parce que je l'ai pas fait parce que et comment dire, je l'ai pas fait pour ça, hein. Mais je pense que le fait que j'ai entraîné ces enfants, que j'avais toujours le sourire, j'ai toujours essayé de faire le bien, le bonheur ou le mieux que je pouvais en tant qu'entraîneur ou coach au sein de mon club, tu vois, qui est quand même mon club de cœur, j'ai jamais quitté, j'ai toujours tout donné pour ce club. Et je vais même encore en chaise après. Ben, peut-être que, tu vois, tout ça fait que, ben, au final, j'étais peut-être quelqu'un de bien, j'espère, je pense. Avant, ben, en fait, les gens sont prêts à m'aider, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi, c'est d'essayer d'être une personne correcte et voilà, quelqu'un de bien tous les jours, peut-être que ça rapporte hein, au final, hein. Ouais. Donc, Ah ouais, je vois tout à fait l'idée, ouais. un esprit que tu t'entraînes tous les jours, ben, tu as plus de chances de faire un bon match le week-end, quoi. Ouais. Tu mets, Pas tout le temps t'entraîner tout le temps correctement à 100%. On ouais. reste des humains, comme ce soit dans la mentalité, comme ce soit dans l'humeur, on peut être de mauvaise humeur un jour. Il faut l'accepter aussi. Mhm. Euh, Comme une montagne, il faut accepter de la descendre tout en bas pour la remonter. C'est ça. Ah, c'est Et, super. C'est vraiment impressionnant, quoi. Top. Tu vas aller jouer au golf, là? finalement pas, non, je vais aller chercher mon costume là.